Sur un bateau en mer, cet ami nommé Shinpei était assis et vérifiait son téléphone lorsque l'amie blonde Ushio l'a soudainement appelé. Elle a demandé à Shinpei de fermer les yeux puis a fait quelque chose, bien que Shinpei ne comprenne pas ce qu'elle faisait. Après avoir ouvert les yeux, Ushio a demandé curieusement à Shinpei combien de temps s'était écoulé depuis son retour dans sa ville natale. Elle a dit que cela faisait 2 ans pour elle. Après avoir dit cela, Ushio est allé directement sur le pont du navire. Shinpei avait pensé qu'Ushio reviendrait avec lui cette fois, mais non. Ushio a souri, disant au revoir à Shinpei, disant qu'elle ne pouvait plus revenir avec lui et espérait que Shinpei prendrait soin de Mio pour elle. Puis Ushio disparut sous les yeux de Shinpei, malgré ses cris et sa tentative de l'arrêter. Soudain, Shinpei heurta quelque chose de mou. Il se mit à transpirer et leva les yeux pour vérifier. Il s'avéra que tout ce qu'il venait de voir n'était qu'un rêve. Il était tellement effrayé qu'il s'excusa frénétiquement auprès de la fille assise en face de lui, puis reçut immédiatement une gifle violente au visage. Après l'incident, Shinpei ne pouvait plus s'asseoir à son ancienne place. Il s'est déplacé pour se tenir ailleurs, debout tout en s'encourageant à rester calme. En y repensant, Shinpei n'avait jamais été giflé auparavant. Cette expérience était tout à fait nouvelle. À ce moment-là, le navire annonça qu'il approchait de la station finale, Wakayama Town, située sur le détroit de Kitain, avec une population d'environ 700 personnes, et la spécialité locale est le calmar noir. C'est une petite île dont le tourisme est la force, et Shinpei était revenu ici, retourné dans sa ville natale après près de 2 ans pour assister aux funérailles de son ami d'enfance, Ushio. Shinpei prit une profonde inspiration alors qu'il se préparait à tirer ses bagages, quand, depuis la pente, une fille à vélo se précipita vers lui en criant son nom. La fille ne put freiner à temps et plongea directement dans la mer. C'était Mio, la sœur d'Ushio. Voir la fille encore dans un tel état d'esprit rendait Shinpei assez confus car sa sœur Ushio était décédée seulement un jour auparavant. Shinpei tendit la main pour aider Mio à remonter à la surface, puis ils rentrèrent ensemble. Alors qu'ils marchaient, Mio a demandé à Shinpei ses expériences à Tokyo, ce que Shinpei ne connaissait pas beaucoup puisqu'il n'avait pas beaucoup voyagé. À ce moment-là, Mio a soudain éclaté de rire, complimentant Shinpei en disant que par rapport à il y a 2 ans, son japonais s'était beaucoup amélioré, ce qui a rendu Shinpei très embarrassé. Ils marchaient et discutaient ensemble et finirent par arriver au funérarium. La photo d'Ushio était placée sur l'autel, tandis que son corps reposait dans le cercueil, entouré de personnes en deuil. Dans la main de Shinpei, il tenait fermement une fleur, se remémorant des événements passés. Il y a 10 ans, lorsque ses parents sont morts, la famille d'Ushio l'avait adopté. Ils avaient vécu ensemble très heureux. Pour Shinpei, c'était une famille. Il y a 2 ans, quand il se préparait à aller à Tokyo, Ushio avait voulu qu'il lui prépare du curry. Il avait refusé et promis à Ushio de le faire la prochaine fois, mais maintenant il n'y avait plus de prochaine fois. Shinpei plaça tristement la fleur dans le cercueil. Les gens autour bavardaient sur la mort d'Ushio. Soudain, un éclair de lumière apparut alors que quelqu'un prenait une photo à cet endroit malgré l'interdiction. Shinpei était sur le point de se retourner pour questionner cela quand un ami s'est précipité et l'a serré dans ses bras en sanglotant. Su a raconté à Shinpei la mort d'Ushio, comment elle avait été emportée par le courant en essayant de sauver un enfant de la noyade. Su se blâmait. Il était là mais n'avait pas pu sauver Ushio. Su pleurait de manière incontrôlable, voulant que Shinpei le frappe, disant qu'il accepterait tout, mais Shinpei ne fit pas cela. Il posa simplement sa main sur l'épaule de Su pour le consoler. Les choses en étaient déjà arrivées là. Frapper Su ne changerait rien. Après qu'il se soit calmé, Shinpei a mentionné que le père de Su avait pratiqué une autopsie sur Ushio, ce qui a rendu Shinpei quelque peu curieux. Ushio ne s'était-elle pas noyée? En entendant cela, Su indiqua à Shinpei une petite fille debout en face. La fille était Shiori, la fille du propriétaire du supermarché Koba, qui était aussi la fille qu'Ushio avait sauvée. C'était pitoyable que l'enfant soit trop jeune pour avoir vécu un tel choc. Le moment était venu et la cérémonie allait commencer immédiatement. Le pasteur appela Shinpei pour l'aider. Avant de partir, Su murmura à Shinpei, promettant que ce soir, il le contacterait à nouveau pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Ce soir-là, après les funérailles d'Ushio, Shinpei rentra chez lui pour cuisiner pour la famille. Au bout d'un moment, M. Hélène revint. Ils se sont assis à table ensemble. Cette fois, Shinpei avait cuisiné du curry. Il avait même préparé une portion pour Ushio aussi, même si elle n'était plus là. Tard dans la nuit, Mio se tenait dehors en regardant le restaurant de sa famille. Un policier en patrouille remarqua Mio. Il parla avec curiosité en demandant, et Mio se retourna simplement et sourit. Pendant ce temps, Shinpei était dans sa chambre, écoutant tout dessous. Toutes ces rumeurs sur le père de Su pratiquant une autopsie sur Ushio étaient fausses. La vérité était que le père de Su était présent à l'enquête uniquement à la demande de la police, et Su avait appris une chose. Ushio avait une marque sur le cou, et Su était certain qu'il s'agissait d'une marque d'étranglement, ce qui signifiait qu'Ushio avait été étranglé à mort par quelqu'un.
Ce jour-là, Sue et Ushio jouaient derrière l'école quand ils ont vu la petite Shiori emportée par les vagues. Ushio s'était précipité pour sauver la fille, tandis que Sue restait sur le rivage et n'avait rien vu de suspect. C'était une information secrète que seule la famille d'Ushio et celle de Sue connaissaient. Comme aucune preuve n'a été trouvée, la police n'a pu que conclure à un accident. À ce moment-là, soudain, il y eut un coup à la porte. C'était la petite Mio. Elle est venue donner à Shinpei le collier qu'Ushio avait porté jusqu'à sa mort. Puis Mio a serré Shinpei dans ses bras et a pleuré de manière incontrôlable. Bien qu'elle paraisse forte, à un moment donné, Mio ne pouvait plus le supporter. La fille serra les dents, jurant qu'elle ne pardonnerait pas à la personne qui avait tué sa sœur. Shinpei fut surpris, repoussant rapidement Mio et la pressant de questions. Se pourrait-il que Mio sache quelque chose? Mio a immédiatement détourné la conversation, a changé de sujet et est parti prendre un bain sans rien dire de plus à Shinpei. Shinpei est retourné dans sa chambre et s'est assis en regardant le collier. C'était un objet qu'il avait fabriqué pour Ushio dans le passé. Les mains de Shinpei tremblaient et il éclata en sanglots, ne s'attendant jamais à ce qu'Ushio chérisse autant cet objet bon marché. Le lendemain matin, le restaurant a repris ses activités. La meilleure façon d'oublier la tristesse est de se plonger dans le travail. Shinpei était sûr que M. Erlen et Mio pensaient la même chose que lui. À ce moment-là, un homme ivre et gros appela Shinpei, lui demandant s'il avait trouvé la fille à forte poitrine dont il lui avait parlé ce matin. Shinpei avait l'air très confus. Il n'avait pas rencontré l'homme ce matin. L'homme était ivre et l'avait pris pour quelqu'un d'autre. Un policier est entré dans le magasin et s'est assis, se plaignant de la chaleur. C'était Tatsu, un parent de M. Hélène et le seul policier de l'aile. Étant un client régulier, Mio savait ce qu'il aimait manger. Puis la fille demanda curieusement à Tatsu pourquoi il n'était pas venu ici pour le petit déjeuner ce matin. En mentionnant cela, le visage de Tatsu devint sérieux, alors qu'il leur disait que ce matin, la famille Kobaya avait disparu. Dès qu'elle entendit cela, Mio se précipita dehors, obligeant Shinpei à courir après elle. Il se rendit au supermarché Koba. Comme l'avait dit l'agent Tatsu, l'endroit était déjà fermé. Mio était assise dans un coin, triste. Voyant cela, Shinpei vint s'asseoir à côté d'elle. Mio raconta alors à Shinpei la chose étrange. Il y a environ un mois, Shiori était encore une fille pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle dise à Mio qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui ressemblait exactement. À ce moment-là, une voix d'homme retentit, leur expliquant que ce que Shiori avait vu était une ombre. Cet homme était Nezo, le chasseur de l'âle. Monsieur Nezo expliqua simplement pour qu'ils comprennent. L'ombre que Shiori a vue était une maladie endémique à cette île. Maintenant, elle était rare, mais pendant la guerre, elle était très courante. Cette maladie permet à la personne de voir son propre ombre, mais elle mourra juste après, et l'ombre continuera à se déguiser, tuant plus de gens. Pour échapper à cela, il faut aller au temple Haruko pour être purifié. Après avoir dit cela, M. Nezu est parti. Le visage de Mio était devenu plus sérieux. Elle s'est tournée pour demander à Shinpei s'il croyait à cette histoire. Bien sûr, Shinpei n'y croyait pas, jusqu'à ce que Mio lui dise une vérité. 3 jours avant la mort d'Ushio, elle et Ushio ramassaient des déchets sur la plage quand elles ont rencontré quelqu'un qui ressemblait exactement à Ushio. Puis, 3 jours plus tard, Ushio était vraiment morte. Mio était certaine que c'était la vérité. Cela fit transpirer Shinpei. Il essaya de rester très calme et demanda à Mio si elle avait raconté cette histoire à quelqu'un d'autre. Puis Shinpei encouragea Mio, l'invitant à aller chez Haruko pour enquêter davantage sur l'ombre avec lui. Ils allèrent ensemble au temple pour rencontrer Haruko. Pendant que Shinpei sonnait à la porte, Mio vit soudain quelque chose dans les buissons. Shinpei ne pouvait pas voir très clairement, mais Mio était certaine d'avoir juste vu la petite Shiori. Ils l'ont tous les deux rapidement poursuivi jusqu'à des ruines près de la plage. À ce moment-là, Shinpei a arrêté Mio et s'est demandé si c'était vraiment Shiori. Pourquoi s'enfuirait-elle ainsi? Soudain, un coup de feu a retenti, les surprenant tous les deux. Shinpei et Mio ont couru pour vérifier et ont vu une fille allongée avec une blessure à l'estomac. Elle avait été abattue et Shinpei l'a reconnue immédiatement. La fille était celle qui avait pris le même bateau pour l'île avec lui. Mio était effrayée, criant qu'elle voulait courir chercher de l'aide, mais l'autre fille tira le col de Shinpei plus près d'elle. Elle exigea que Shinpei écoute attentivement ce qu'elle allait dire, mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, une balle lui traversa la tête. Shinpei se tourna avec effroi et vit Mio prise en otage par une autre Mio avec une arme pointée sur sa tête. Elle sourit et appuya sur la gâchette, tuant Mio puis Shinpei, le laissant incapable de faire quoi que ce soit. Shinpei cria, appelant Mio, et heurta à nouveau son visage contre la poitrine de la femme à lunettes sur le bateau, revenant environ 3 jours avant, lorsque Ushio venait d'avoir un accident. Mio tenait la petite Shiori dans ses bras, regardant fixement, tandis que Sue prodiguait les premiers soins à sa sœur. Sue transpirait abondamment, essayant d'aider Ushio à retrouver son rythme cardiaque. Il se tourna pour appeler Kiko à retourner à l'école pour apporter le défibrillateur ici.
Shinpei se tenait à côté de Mio. Il ne comprenait pas vraiment comment il pouvait voir la scène. Suite au cri de Sue, Shinpei cria aussi, et une fois de plus, il heurta son visage contre la poitrine de la femme à lunettes sur le bateau. Le visage de Shinpei devint rouge alors qu'il s'excusait frénétiquement auprès d'elle. Bien sûr, il s'est fait gifler à nouveau, mais soudain, à ce moment-là, elle a pris la parole, demandant à Shinpei le cauchemar qu'il venait d'avoir. Le visage de Shinpei avait l'air perplexe alors qu'il fixait la femme, et à ce moment-là, il se souvint de la scène où elle était assise affaissée contre un tronc d'arbre, blessée par balle. Shinpei s'est mis à transpirer, cherchant à lui demander si elle avait déjà été blessée par balle. En regardant son visage confus, Shinpei comprit la réponse. Il se gratta la tête, admettant qu'il l'avait prise pour quelqu'un d'autre, et prit son sac. Shinpei sortit son téléphone du sac et il fut choqué de découvrir qu'aujourd'hui était encore le 22 juillet. Clairement, le 23 juillet, il était allé avec Mio chercher le professeur Haruko. Shinpei tenait sa tête avec peur, essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve. Puis il ouvrit un roman en ligne. C'était L'Homme des Marais, un roman d'horreur très populaire dans sa ville natale. À propos du contenu du roman, il racontait l'histoire d'une jeune fille hantée par l'idée que ses amis et sa famille étaient des copies de remplacement. Shinpei se dit que parce qu'il avait lu ce roman d'horreur, il avait fait un cauchemar, c'est tout. Le bateau avait finalement accosté. Shinpei tira sa valise du bateau et soupira, essayant de retrouver son calme. Par moments comme celui-ci, il avait besoin de prendre du recul. Shinpei était encore très méfiant à propos du cauchemar qu'il venait de vivre. C'était comme si tout s'était vraiment passé. Shinpei venait de commencer à tirer sa valise quand l'appel de Mio retentit à nouveau. La fille descendait la pente à vélo vers lui. Cela laissa Shinpei complètement abasourdi. Comment cela pouvait-il être si similaire à son cauchemar? Mio n'a pas pu freiner à temps et a plongé directement dans la mer. Même les sous-vêtements de la fille étaient identiques à son rêve. Shinpei tendit la main pour sortir Mio de l'eau. Puis il découvrit que les freins de Mio semblaient avoir été coupés par quelqu'un. Mais ce qui s'est passé ensuite s'est également répété exactement comme dans le rêve. Même les proches se comportaient exactement de la même manière. Shinpei et Mio sont arrivés au funérarium. Dès qu'ils ont rencontré M. Elaine, il s'est précipité, ému, et l'a embrassé. En entrant dans le funérarium, Shinpei se tenait là, se demandant si c'était la réalité ou non, si c'était un rêve ou s'il était vraiment revenu au 22 juillet. La tête de Shinpei pensait tellement qu'il avait l'impression qu'elle allait se fendre en deux. Shinpei se souvenait maintenant de ce que Sue lui avait dit. Ushio avait été étranglé à mort par quelqu'un. Shinpei serra la fleur fermement, regardant Ushio allongé dans le cercueil, qu'avait bien pu traverser son ami. Shinpei plaça la fleur dans le cercueil d'Ushio. Il était sur le point de partir lorsqu'un autre éclair de lumière apparut. Shinpei fut surpris et se retourna rapidement pour vérifier. Devant lui se trouvait la famille de la petite Shiori. Il se souvint immédiatement de ce qui s'était passé dans son rêve. Si c'était réel, alors demain la famille de cette petite fille disparaîtrait. Ensuite, les choses se passeraient comme ceci et cela. Shinpei organisa ses pensées, puis fut de nouveau entraîné par Sue, qui pleurait et se lamentait. Ce soir-là, à la maison, assis à la table à manger, Shinpei avait de nombreuses pensées en observant Mio en secret. Il se demandait si Ushio avait vu l'ombre et avait été tué par elle. Mio pourrait-elle aussi avoir le même sort que dans son rêve? Shinpei ne se concentrait pas sur son repas, ce qui poussa M. Elaine à intervenir. Alors Shinpei s'excusa pour aller prendre l'air dehors. Il se remémora la scène plus tôt, lorsque Mio était venu à vélo le rencontrer. Les freins avaient clairement été coupés par quelqu'un pour nuire à Mio. Mais qui donc avait fait cela? Trop de questions sans réponse rendaient Shinpei très nauséeux. Juste à ce moment-là, la voix de l'oncle Tetsu retentit, réveillant Shinpei. Il se retourna brusquement pour vérifier et vit l'oncle Tetsu appeler la petite Mio, lui demandant pourquoi elle se tenait ainsi devant sa propre maison. Le visage de Shinpei pâlit. Comment Mio pouvait-elle être ici? Mais avant qu'une surprise ne se termine, une autre est arrivée. Mio a sorti un couteau de quelque part et a tué sur le champ oncle Tetsu juste devant Shinpei. Maintenant, Shinpei était certain que ce n'était pas Mio, mais l'ombre. Après avoir tué oncle Tetsu, la fausse Mio contrôla son ombre, créant immédiatement une réplique exacte d'oncle Tetsu de son apparence et sa voix à sa personnalité, tout était parfaitement copié par l'imposteur. Puis Mio ordonna à la fausse ombre de prétendre être l'officier Tetsu à partir de maintenant, puis lui demanda de lui rendre l'arme. Voyant que cette fausse Mio n'avait toujours pas échangé sa place avec la vraie, le faux Tetsu lui conseilla de simplement se précipiter dans la maison et de s'occuper de Mio. Avec ce pistolet en main, les choses seraient beaucoup plus simples. La fausse Mio refusa immédiatement, disant que tirer avec une arme à feu la nuit était très dangereux. Ce n'était pas l'Amérique où l'on pouvait tirer à sa guise. Aujourd'hui, ils étaient seulement là pour explorer. Shinpei avait tellement peur qu'il se couvrit la bouche et se pencha, essayant de respirer le plus silencieusement possible. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était Sue qui appelait. Avant que Shinpei ne puisse l'éteindre, la fausse Mio se tenait déjà juste au-dessus de sa tête.
Shinpei n'eut pas le temps de réagir ou de changer de vêtements avant de recevoir un coup de couteau directement dans le cou. Il s'effondra de douleur, du sang rouge s'écoulant. À ce moment-là, la vision de Shinpei se déplaça vers un autre endroit. Il se vit allongé, immobile sur le sol. À côté de lui se trouvaient le faux Mio et le faux Tetsu. Soudain, Shinpei fut entraîné dans un vide sans fin. Il dérivait dans le vide. La voix de quelqu'un retentit, appelant Shinpei. Le surprenant, c'était Ushio derrière lui. Elle étreignit Shinpei, lui demandant d'aider à protéger Mio. Shinpei cria fort, appelant Ushio, puis il fut ramené au moment où il venait de retirer sa valise du bateau. Shinpei s'effondra, se tenant la gorge. Il se demanda, n'était-il pas déjà mort? Se pourrait-il qu'on lui ait donné une autre chance? Alors qu'il avait peur, la voix de Mio retentit à nouveau, suivie des messages d'Ushio que Shinpei venait d'entendre. Protège Mio. Cette fois, Shinpei s'est précipité pour bloquer le vélo, empêchant Mio de plonger à nouveau dans la mer. Mais en échange, il est lui-même tombé dans la mer. Shinpei ne savait pas nager et commença à couler. Heureusement, Mio l'avait rapidement remonté. De l'autre côté, la femme plantureuse se pendait maintenant à un arbre, enregistrant ce qu'elle avait fait en se préparant à venir sur l'île. Son regard se tournait sans cesse vers Shinpei et la famille de la petite Shiori. Dans ces derniers mots, son visage devint sérieux, comme si elle savait qu'il y avait déjà un intrus dans l'organisation. Ce soir-là, alors que frère Tetsu lisait tranquillement des magazines pour adultes, il reçut un appel téléphonique. L'appelant était Shinpei, lui rapportant qu'il y avait une bagarre près de la zone commerciale. Bien sûr, c'était juste un mensonge pour que frère Tetsu ne patrouille plus devant sa maison. Shinpei se dit qu'il devait essayer de survivre à cette nuit. Assis devant l'hôtel d'Ushio, Shinpei savait que cela serait très dangereux, mais il avait une connaissance préalable de ce qui allait se passer, alors il devait essayer de le changer. Il avait également informé Su qu'il le contacterait demain. Après cela, Shinpei retourna dans sa chambre. Il supprima toutes les applications inutiles de son téléphone pour libérer de l'espace de stockage pour l'enregistrement vidéo. Par précaution, Shinpei activa également le mode avion et prépara un chargeur de secours. Il savait exactement quand la fosse sombre apparaîtrait, donc il avait suffisamment de temps pour tout préparer. Après avoir installé la caméra dans une position difficile à détecter, Shinpei est retourné verrouiller sa porte fermement, se tenant hébété dans la salle de bain en essayant de se remémorer les expériences qu'il avait traversées. Dans le premier Isekai, il n'avait pas été tué le 22 juillet. Le bruit de l'eau qui s'écoule résonnait dans la salle de bain. Shinpei était presque sûr que Mio prenait un bain, mais pour en être certain, il s'était précipité pour vérifier une fois, et Mio lui avait lancé un pommeau de douche, lui faisant saigner du nez. Mais c'était suffisant pour prouver que Mio était toujours en sécurité et n'avait pas quitté la maison. Tôt le lendemain matin, Shinpei a quitté la maison pour récupérer son téléphone et vérifier. En effet, la fosse sombre était venue se tenir devant sa maison. Alors Shinpei monta le téléphone dans la chambre pour le montrer à Mio. Le visage de Mio était effrayé quand elle se vit tenant un couteau dans sa main. Maintenant, elle était sûre qu'elle était venue pour la tuer. Puis Mio dit à Shinpei qu'Ushio avait aussi rencontré l'ombre avant de mourir. Mio se leva brusquement et attrapa la main de Shinpei. Si l'ombre était réelle, la petite Shiori ne serait-elle pas aussi en danger? Il devait l'informer immédiatement. Shinpei comprenait cela. La petite Shiori avait déjà dû rencontrer l'ombre, mais il ne voulait pas que Mio prenne un tel risque. Shinpei serra la main de Mio en retour. Il accepta d'aider Shiori, mais dit qu'il irait la prévenir seul. Alors Shinpei est retourné au supermarché Koba. Bien qu'il soit arrivé très tôt, le magasin était déjà fermé. Shinpei soupira profondément. Tout était toujours pareil. Il ne pouvait pas encore changer cela. Juste à ce moment-là, une voix de femme retentit. C'était Madame Shiom qui vit Shinpei debout devant l'épicerie. Elle taquina Shinpei en disant que vivre en ville lui avait rendu la vie difficile quand il n'y avait nulle part où acheter des choses. À ce moment-là, Madame Shiom remarqua quelque chose d'étrange. Le magasin Koba était fermé sans aucun avis. Alors elle et Shinpei se rendirent à la maison Koba pour sonner à la porte et appeler, mais ils attendirent longtemps sans réponse. Ils prirent donc la liberté d'ouvrir la porte et d'entrer pour vérifier. Dans la maison, la nourriture était encore sur la table, la télévision fonctionnait toujours, mais toute la famille avait disparu. Shinpei et Madame Shiom se sont séparés pour chercher. Juste à ce moment-là, Shinpei a vu une tache noire sur le sol et sur le canapé. Son visage s'est couvert de sueur car c'était l'œuvre de l'ombre. Hier, il avait aussi vu l'ombre de Tetsu le faire disparaître de cette manière. Dans l'esprit de Shinpei maintenant, il y avait deux courants de pensée. L'un voulait qu'il protège les autres, l'autre ne le voulait pas parce que l'adversaire était un monstre. Finalement, Shinpei a choisi d'informer les autres et d'attendre pour voir la situation parce que l'adversaire était un monstre. Il en avait assez d'être tué. Juste au moment où il sortait son téléphone, Shinpei s'est arrêté. Il a regardé la table à manger en y prêtant une attention très particulière. La nourriture était encore sur la table, prouvant qu'ils avaient été attaqués la nuit dernière. Sur le sol, il y avait des bosses.
C'était un signe que quelque chose avait frappé ici très fort. Shinpei se mit à transpirer froidement. Que s'était-il passé ici? Après cela, il demanda la permission à Madame Shiom de monter à l'étage pour vérifier. D'après les marques noires qu'il avait vues en bas, elles étaient si grandes qu'elles étaient probablement celles d'un adulte. Shinpei monta à l'étage, inquiet pour trouver la petite Shiori. Il s'appuya contre le mur pour trouver l'interrupteur. À ce moment-là, il sentit quelque chose derrière son dos. Cela semblait être la petite Shiori. Shinpei était complètement abasourdi et réalisa immédiatement que ce qu'il avait rencontré au funérarium hier, il avait demandé à la petite Shiori si elle avait vu quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Maintenant, la petite Shiori derrière Shinpei lui demanda aussi en retour. Pourquoi lui avait-il posé cette question? Y avait-il quelque chose d'étrange? Maintenant, Shinpei était certain que la personne qu'il avait rencontrée n'était pas la petite Shiori, mais juste une fausse ombre. Shinpei se tourna avec crainte pour regarder la petite Shiori. Il semblait qu'elle savait aussi qu'elle avait été découverte par Shinpei, alors elle n'hésita pas à invoquer une ombre pour se préparer à tuer Shinpei. Shinpei était effrayé, transpirant abondamment et ne sachant que faire, quand à ce moment-là, la voix de Madame Shiom retentit, l'appelant. Quand elle n'a pas entendu Shinpei répondre, elle est venue le chercher. Il y a quelques instants, Shiori se tenait devant Shinpei, mais maintenant, elle avait disparu sans laisser de traces. Shinpei comprenait aussi que grâce à l'intervention de Madame Shiom, il avait sauvé sa vie. Cependant, il avait déjà été marqué par l'ombre. Après cela, Madame Shioma signalait la disparition à la police, tandis que Shinpei quittait la maison Koba. Sur le chemin du retour, Shinpei était encore perdu dans ses pensées. Il avait deux choix. L'une était de laisser passer la journée comme si de rien n'était. Mais s'il faisait cela, alors certainement la fille à lunettes qu'il avait rencontrée sur le bateau serait tuée par l'ombre. Et en regardant sa réaction, Shinpei était presque sûr qu'elle savait déjà quelque chose. La deuxième option était qu'il la sauverait. Ce choix était tout à fait réalisable parce que Shinpei savait ce qui allait se passer ensuite. Et cette fois, il ne l'avait pas encore rencontrée sur le bateau. Quand le temps a reculé, il se tenait au port. Shinpei se rappela quand il l'avait rencontrée sur le bateau. À côté d'elle, il y avait une très grande valise. Il semblait que cette fille n'était pas venue ici uniquement pour le tourisme. Alors Shinpei est allé demander à toutes les auberges de l'île pour la trouver. Malgré une description détaillée, personne ne savait, mais dès qu'il a mentionné les gros seins, il a obtenu des informations immédiatement. C'est alors que Shinpei se souvint de la scène la première fois qu'il était revenu ici. Cet oncle lui avait aussi demandé s'il avait trouvé la fille à lunettes à forte poitrine. Il avait indiqué à Shinpei un café, mais quand il est allé voir, elle était déjà partie. Incapable de trouver plus d'indices, Shinpei retourna au restaurant. À ce moment-là, Tetsu venait d'arriver. Ses paroles et la façon dont il reprochait à Shinpei d'avoir faussement signalé la bagarre de la nuit dernière firent soupirer Shinpei de soulagement. Il n'avait sûrement pas encore été tué par l'ombre. À ce moment-là, Tetsu sortit un téléphone de sa poche et le tendit à Shinpei. C'était le téléphone d'Ushio. Elle l'avait donné à Tetsu auparavant, lui demandant de le remettre à Shinpei si quelque chose lui arrivait. Tout était si imbriqué et complexe que Shinpei ne savait pas comment le résoudre maintenant. À ce moment-là, Sue est venu au restaurant pour trouver Shinpei. Lui et Mio avaient emmené Sue dehors et lui avaient tout raconté. Maintenant, Sue comprenait. Ushio avait été tué par l'ombre de la petite Shiori, et comme Shinpei venait de lui montrer, la prochaine cible de l'ombre était Mio. Il n'y avait aucun moyen d'identifier l'ombre, ce qui signifiait que les trois personnes présentes ici pouvaient potentiellement être des ombres déguisées. La suspicion mutuelle faisait transpirer tout le monde de peur. Sue prit la parole pour briser l'atmosphère tendue. Le fait que l'ombre puisse apparaître à la caméra prouvait qu'il s'agissait d'une créature vivante, pas d'un fantôme ou d'un démon. Tant que c'était une créature vivante, Sue croyait qu'il y avait encore un moyen de s'en occuper. À ce moment-là, Mio prit soudainement la parole, invitant Shinpei au temple Haruko pour en savoir plus sur l'ombre. Cela fit immédiatement se souvenir Shinpei. La première fois qu'il était revenu ici, il était également allé avec Mio au temple Haruko. Mais non, Shinpei ne voulait pas y aller parce qu'il savait que l'ombre rôdait quelque part à proximité. Il a donc prétexté vouloir y aller demain et a été réprimandé par Sue en disant que demain, c'était le festival d'été, le jour le plus chargé du temple, donc l'abbé n'aurait pas le temps de recevoir Shinpei. Mais pour Shinpei, plus c'est dangereux, plus c'est sûr. Alors, Shinpei a persuadé tout le monde d'y aller demain. Avant de revenir, Sue voulait que tout le monde trouve un mot de passe pour pouvoir identifier les faux ombres. Devant Sue, qui avait toujours confiance en lui, Shinpei ne lui faisait toujours pas confiance à 100%. Jusqu'à ce qu'il sache comment distinguer l'ombre, il ne ferait confiance à personne. Il savait que c'était très méprisable, mais c'était nécessaire à ce moment-là. Après s'être séparé de Sue, il s'est soudain mis à pleuvoir fortement, obligeant Shinpei et Mio à courir comme des rats mouillés à la recherche d'un abri. Alors que Shinpei se plaignait que la météo n'avait pas annoncé de pluie aujourd'hui, Mio a pris la parole, demandant à Shinpei combien de temps il prévoyait de rester sur cette île. Rappelé par elle, Shinpei se souvint qu'au départ, il avait seulement prévu d'assister aux funérailles d'Ushio et de partir immédiatement.
Cela fit resserrer son pantalon à Mio. L'air très triste, la fille lâcha qu'elle souhaitait que Shinpei puisse rester ici pour toujours. Mais de toute façon, Mio a rendu le collier de coquillage à Shinpei pour qu'il le garde. Après que la pluie se soit arrêtée, ils sont tous les deux rentrés chez eux. Assis dans sa chambre, Shinpei a essayé de deviner le mot de passe du téléphone d'Ushio. Mais même après avoir entré l'anniversaire d'Ushio, c'était toujours le mauvais mot de passe. Il a continué à essayer de deviner le mot de passe jusqu'à ce qu'un coup à la porte le surprenne. Il pensait que c'était l'ombre qui venait le chercher. Mais non, c'était Sue et Takiko qui venaient l'appeler pour assister au festival d'été. Il portait de beaux yukata et Mio portait aussi un yukata, ce qui a un peu surpris Shinpei. Sue a tiré Shinpei dans un coin et a chuchoté que c'était la méthode qu'il avait conçue pour distinguer l'ombre. Bien qu'il ne sache pas si cela serait efficace, Mio en yukata était mignonne aussi. Ils sont tous allés ensemble au festival d'été. Pendant que Mio et Takiko profitèrent du festival, Sue et Shinpei étaient assis dans un coin à observer. À ce moment-là, Shinpei prit la parole, se lamentant auprès de Sue qu'il avait quitté l'île pendant 2 ans. Il pensait que le temps l'avait aidé à mûrir, mais maintenant il se rendait compte que ce n'était pas le cas. Au contraire, il se sentait plus sous pression lorsque Shinpei ne pouvait pas être aux côtés d'Ushio aux moments les plus importants. Voir Shinpei si triste rendait Sue en colère, et elle maudit Shinpei en face. La mort d'Ushio n'était pas la faute de Shinpei, et puis, en ce moment, Shinpei devait aussi protéger Mio. Il ne pouvait pas continuer à être déprimé comme ça. À ce moment-là, Takiko et Mio ont couru là où ils étaient. Mio avait tout raconté à Takiko sur la façon dont Shinpei s'était faufilé dans la salle de bain alors que Mio s'y trouvait. Cela rendit Sue furieux, attrapant Shinpei par le cou pour l'interroger. Mais c'était juste un reproche ludique parce qu'il savait que Shinpei ne pouvait pas avoir de sentiments pour les membres de la famille. Sue se tourna pour rappeler à tout le monde de se concentrer ensemble. Après la fin du feu d'artifice, l'abbé aurait le temps de les recevoir. À ce moment-là, une fille blonde passa soudainement devant le visage de Shinpei, le surprenant. Takiko voulait emmener tout le monde dans le temple pour se préparer à l'avance. Mais Shinpei refusa de laisser tout le monde partir en premier, puis se précipita après cette fille blonde. Le visage de Shinpei devint sérieux car il reconnut d'un coup d'œil que la personne était certainement Ushio. Shinpei se précipita comme un fou pour chercher. Suivant les traces de cette fille, il alla directement vers le rivage. Juste au moment où les feux d'artifice éclataient, il rencontra à nouveau Ushio. Elle se tenait dans la mer en regardant Shinpei, puis sourit. Shinpei, stupéfait, appela Ushio. À ce moment-là, elle se précipita pour serrer Shinpei étroitement, le plaquant au sol. Puis, elle demanda joyeusement quand Shinpei était revenu sans la prévenir. Shinpei écouta et se mit à transpirer. Il ne prêta attention qu'au collier autour de son cou. Il ne devrait y en avoir qu'un, et Mio le lui avait déjà donné. Shinpei reprit ses esprits et se glissa hors de dessous Ushio. Il déclara sans détour que la personne devant lui n'était pas elle. Ushio était morte il y a 2 jours. En entendant cela, Ushio sourit encore et le nia. Elle était toujours vivante, juste devant Shinpei ici. Shinpei n'y croyait toujours pas. Il était certain que la personne en face de lui était une ombre déguisée. Alors Shinpei a demandé à Ushio si elle se souvenait de quelque chose. En mentionnant cela, le visage d'Ushio se vida. Elle se demandait aussi pourquoi elle était là. Elle tenait sa tête, se lamentant qu'il s'était passé beaucoup de choses, mais qu'elle ne pouvait tout simplement pas se souvenir de tout. Ce dont elle se souvenait, c'était seulement la douleur. À ce moment-là, elle était sous la mer, et tout devenait progressivement sombre. En disant cela, soudain Ushio se leva. Si elle était sous la mer, alors n'était-elle pas déjà morte? Pourquoi se tenait-elle ici maintenant? Se pourrait-il qu'elle soit devenue un fantôme? Ushio regarda ses pieds. Mais si elle était un fantôme, ne devrait-elle pas flotter dans les airs? En disant cela, Ushio éclata soudainement en larmes. Elle se souvenait maintenant, son dernier souhait avant de mourir était de rencontrer Shinpei. C'était sûrement la raison pour laquelle elle était revenue. Shinpei était complètement abasourdi. Cette voix, ces expressions, c'était exactement comme Ushio avant. Quelle chose étrange se passait-il? Après cela, Ushio a aidé Shinpei à se lever pour regarder les feux d'artifice. Debout à côté de Shinpei, elle lui a fait savoir qu'elle avait encore une chose à lui dire quand elle le reverrait. La fille a couru jusqu'à la mer, a souri et a déclaré à Shinpei qu'elle l'aimait. Le visage de Shinpei est devenu rouge. Il ne pouvait toujours pas croire ce qu'Ushio venait de dire. Il a demandé à Ushio si c'était la mort qui l'avait rendu comme ça. Ushio a ri en entendant cela. Alors c'était ce que Shinpei pensait d'elle. Elle sentait aussi que son esprit n'était pas très clair. Shinpei serra les poings, se disant que ce n'était qu'un imposteur. Ushio était déjà morte. Qu'est-ce que cette chose devant lui essayait de viser? Shinpei voulait toujours savoir pourquoi Ushio était venu ici. Cela, même Ushio ne le savait pas. Elle aurait dû aller au paradis. Après cela, elle se tourna pour montrer à Shinpei les feux d'artifice qui explosèrent dans le ciel. La fille sourit et expliqua qu'elle voulait aller au festival avec Shinpei. Après avoir dit cela, Ushio s'enfuit avec enthousiasme. Elle portait un maillot de bain, entrant dans le festival, ce qui rendit Shinpei très embarrassé. Il attrapa rapidement la main d'Ushio et s'enfuit.
S'habiller comme ça était trop inapproprié. Et de plus, si les gens la découvraient, ils ne sauraient pas comment l'expliquer raisonnablement. Pendant ce temps, l'ombre déguisée en Mio restait stupéfaite, fixant le couteau du poissonnier. À ce moment-là, elle avait vu Shinpei tirer Ushio par la main et s'enfuir. Quant à Shinpei, il avait emmené Ushio dans un coin pour se cacher. Le visage d'Ushio montrait une extrême confusion lorsqu'elle demanda à Shinpei pourquoi il l'avait emmené se cacher. Elle avait faim et voulait manger de la nourriture délicieuse et voulait aussi rencontrer sa sœur Mio. Shinpei refusa immédiatement parce qu'Ushio était morte. La rencontrer maintenant serait trop dangereux et il ne savait plus comment protéger Ushio. Ushio frappa Shinpei en colère dans l'estomac, puis le prévint qu'elle ne voulait pas entendre ces choses insensées. Shinpei s'effondra, tenant son estomac. Frapper d'abord, puis avertir, en effet, cette personne ressemblait beaucoup à l'Ushio qu'il connaissait autrefois. Après cela, Shinpei s'assit pour parler avec Ushio. Il lui raconta les 2 années depuis qu'il avait quitté l'île, et même leurs souvenirs d'enfance ensemble. Dans la conversation, Shinpei a essayé de sonder. Ushio se souvenait de tout, même du nom de l'auteur de son œuvre préférée. Cependant, seule l'ombre en tant qu'Ushio ne pouvait rien se rappeler. À ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était Mio qui appelait. Reconnaissant la voix de sa petite sœur, Ushio est immédiatement intervenu, appelant Mio et surprenant la fille. Shinpei a précipitamment repoussé Ushio et a expliqué à Mio. Après cela, Mio a appelé Shinpei pour qu'il revienne rapidement. Les feux d'artifice étaient terminés et il était temps d'aller rencontrer l'abbé Haruko. Alors Shinpei poussa précipitamment Ushio à se cacher. Il expliqua et conseilla à Ushio de ne pas quitter cet endroit. C'était très dangereux dehors en ce moment. Après avoir terminé, Shinpei retourna précipitamment pour retrouver le groupe de Mio. Sur cette île, il y avait une légende très étrange. Les gens disaient que tout ce qui dérivait ici portait sa propre âme. Ce dieu s'appelait Haruko. Les navires dérivant vers l'île étaient collectés au lieu d'être jetés, puis brûlés pour effectuer le rituel de purification Omyokuri. Debout, regardant le grand feu brûlant, Shinpei remarqua qu'il y avait beaucoup de gens autour de cet endroit. Au moins des milliers de personnes étaient ici. Soudain, Mio prit la parole, appelant Shinpei. Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés à un festival ensemble. Mio se demandait si aller à un festival après la mort de sa sœur était approprié. Sûrement, sœur Ushio aurait voulu y aller aussi. Après cela, Su appela Mio à part pour parler. Shinpei resta avec Takiko. Takiko révéla à Shinpei que Su avait déjà décidé. Ce soir, il se déclarerait à Mio. Shinpei fut assez surpris d'entendre cela et souhaita que le vœu de Su se réalise. Mais Takiko était assez sûre que cela n'arriverait pas parce qu'elle savait que Mio avait déjà quelqu'un dans son cœur. À ce moment-là, Su a soudainement crié fort, appelant Shinpei et Takiko. Avec tout son courage, il avait en fait avoué à Mio. Cela fit écarquiller les yeux de Shinpei et Takiko de stupeur. Mio était aussi embarrassée, le visage complètement rouge, mais elle reprit rapidement sa contenance, puis rejeta la confession de Su. Juste à ce moment-là, une personne masquée est apparue derrière Shinpei et Takiko. En voyant cette apparition, Shinpei a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'Ushio. Après s'être masqué, Ushio pensait que personne ne la reconnaîtrait, mais Su et Mio n'avaient besoin que d'entendre sa voix pour savoir. Étant découverte, Ushio n'avait plus besoin de porter le masque. Elle enleva le masque et sourit, complimentant sa sœur sur sa beauté en yukata. Le visage de Mio se tordit alors qu'elle criait que ce n'était pas sa sœur, mais un monstre. À ce moment-là, Shinpei s'était avancé pour se tenir juste à côté d'Ushio. Cela effraya Mio, qui voulait qu'il s'éloigne de ce monstre. Mais étrangement, Shinpei avait maintenant l'air très bizarre. Il serrait la main d'Ushio fermement, lui causant de la douleur, puis prononça une phrase qui les laissa tous stupéfaits. Su arrêta précipitamment Mio. Ce que Shinpei venait de faire ne lui ressemblait pas du tout. C'était l'ombre, pas Shinpei. Shinpei sourit d'un sourire maléfique et se transforma de nouveau en ombre juste devant tout le monde. Le vrai Shinpei, à ce moment-là, courait vers la maison de Mio. Juste au moment où il atteignait les escaliers, devant lui se trouvait la fausse Mio tenant un couteau ensanglanté. En un clin d'œil, elle s'était téléportée devant Shinpei, lui avait saisi le cou et l'avait soulevé. La vitesse et la force terrifiante empêchèrent Shinpei de réagir à temps. La fausse Mio regardait Shinpei d'une manière très perplexe. Elle savait que Shinpei enregistrait son image. Elle jeta Shinpei en arrière, puis avança. Shinpei transpirait abondamment, voyant d'innombrables marques noires sur le sol en dessous. Combien de personnes cette chose avait-elle tuées ici? La fausse Mio s'assit à côté de Shinpei, cherchant à savoir pourquoi Shinpei savait à l'avance ce qui allait se passer. Se pourrait-il que ce traître lui ait rapporté? Cette question surprit beaucoup Shinpei. Qui était le traître? À ce moment-là, quelqu'un s'est approché d'eux. C'était le faux Shinpei. Il essayait de fouiller dans les pensées de Shinpei. Shinpei regardait, mais ne pouvait rien faire. C'était sa copie d'ombre. Il semblait qu'il avait été copié par l'ombre depuis qu'il était allé chez Shiori pour enquêter. Pas bon. Cette ombre fouillait dans ses pensées. S'il savait pour la boucle, ce serait désastreux.
Que faire maintenant? Shinpei réfléchissait vraiment jusqu'à épuiser son cerveau, mais n'avait aucune solution contre ce genre de monstre. À ce moment-là, Mio avait perdu patience et était sur le point de tuer Shinpei quand le faux Shinpei l'arrêta. Il avait fouillé les pensées de Shinpei très attentivement. Après la mort, Shinpei reviendrait au 22 juillet avec tous les souvenirs liés d'avant. Si c'était vrai, et il semblait que Shinpei ne pouvait pas inverser le passé par lui-même, alors pour l'instant, laissez simplement Shinpei vivre. Parce que s'il le laissait inverser le temps encore une fois, il pourrait trouver un moyen de se battre contre eux. Cette explication était très raisonnable. Alors Mio retira le couteau de sa main. Le faux Shinpei demanda à Mio d'envoyer un subordonné capturer Ushio, puis sourit moqueusement à Shinpei, comme c'est pathétique qu'il n'ait finalement pu protéger personne. Après cela, il courut vers le festival, laissant Shinpei avec la fausse Mio. Shinpei n'accepta pas cela. Il essaya de ramper après eux. Même si Mio lui avait cassé le bras, il n'abandonna pas. Voyant Shinpei si têtu, la fausse Mio était sur le point de lui casser les jambes aussi, quand un coup de feu retentit soudainement. Une variable était arrivée. La fille plantureuse qu'il avait rencontrée sur le bateau pour l'île se tenait juste derrière la fausse Mio. Elle lui tira quelques coups de fusil à pompe directement à la tête, suffisamment pour la faire s'effondrer. Shinpei se retourna, déconcerté, et il l'avait reconnue. En regardant le misérable Shinpei allongé par terre, la fille soupira et se plaignit à Shinpei qu'elle n'avait même pas eu l'occasion de goûter les plats typiques de cette île avant de devoir travailler. La douleur traversa Shinpei, le faisant grimacer. À ce moment-là, l'ombre de Mio s'effondra devant Shinpei, le surprenant. L'autre fille resta très calme. Par derrière, une ombre noire glissa sur le sol, se précipitant droit vers elle. Bien qu'il ait été touché en pleine tête, le faux Mio n'était pas encore mort. De la traînée noire sur le sol, il émergea, tenant un couteau avec l'intention de poignarder la fille à lunettes. D'une manière ou d'une autre, elle a quand même réussi à esquiver et à se retourner pour tirer avec son arme. Cette fois, elle ne tirait plus sur Mio, mais directement sur le sol à cette traînée noire. La fausse Mio s'est alors arrêtée, lui faisant un compliment pour avoir esquivé cette attaque. Après cela, elle a disparu. Shinpei était complètement abasourdi et étonné que cette personne puisse vaincre une ombre. La fille à lunettes s'approcha ensuite pour administrer les premiers soins aux blessures de Shinpei. Elle sourit largement et se présenta à lui comme Nagumo. Quant à son but sur cette île, c'était simplement de sauver Shinpei. Cependant, en regardant les traces noires sur le sol, elle soupira profondément. Il semblait qu'elle était arrivée un peu trop tard. Juste au moment où elle finissait de parler, Nagumo sentit quelque chose. Elle tira Shinpei dans les buissons et lui fit signe de se taire. Une ombre approchait. Shinpei regarda à travers l'écart dans les buissons. La silhouette d'Ushio courant la surprit. Ne lui avait-il pas dit de rester dans l'abri? Shinpei voulait se libérer et courir après elle, mais fut arrêté par Nagumo. Les ombres se rassemblaient là-haut. À ce moment-là, si Shinpei y allait, ce serait très dangereux. Shinpei ne comprenait toujours pas. Cette femme pouvait-elle distinguer les ombres? Voyant cela, Nagumo expliqua simplement à Shinpei que la chose se tenant sur l'ombre n'était qu'une masse de chair. Sa véritable forme était la traînée noire sous le sol. C'est pourquoi elle détestait être piétinée. Quand quelqu'un essayait ou les touchait accidentellement, elle se déplaçait ailleurs pour l'éviter. Nagumo tenait son arme et sortit des buissons. Tout ce qu'elle venait de dire à Shinpei était une information précieuse transmise par sa sœur. Les ombres scannaient les humains avec de la lumière, puis prenaient le contrôle des souvenirs de la cible. Pourquoi faisaient-elles cela? Simplement parce qu'elles avaient besoin de nutriments. Elles consommaient les souvenirs comme nutrition pour elles-mêmes. Nagumo pointa maintenant le sol. Ces restes de traînées noires étaient les vestiges des personnes malheureuses. Au cours des 3 derniers jours, le nombre d'ombres avait considérablement augmenté. Peu importe combien étaient tués, ce n'était pas suffisant. Nagumo elle-même se sentait aussi un peu étrange, comme s'ils agissaient dans un but précis. Shinpei se souvint immédiatement du visage de Mio. Juste à ce moment-là, un éclair de lumière apparut au-dessus du temple. Shinpei se tourna avec crainte pour demander de l'aide à Nagumo. Il la supplia parce que sa famille était là-haut. Après cela, Shinpei se précipita rapidement. En regardant le dos de Shinpei alors qu'il courait, Nagumo se demanda s'il pouvait sauver tout le monde. Quand Shinpei arriva, il vit Takiko debout, immobile. Au pied de Shinpei, il y avait une grande flaque de sang. En voyant Shinpei, Takiko éclata en sanglots, puis immédiatement après, elle fut poignardée par derrière et s'effondra. Nagumo arriva alors, pointant précipitamment son arme et ordonnant à Shinpei de reculer. Devant Shinpei, une ombre noire bizarre s'avança. Derrière elle se trouvait une montagne de cadavres empilés, faisant transpirer Shinpei de froid. L'ombre prononça une phrase. L'heure était venue. Elle tirerait ce rideau.
Il y a un instant, le temple était très animé, mais maintenant, il était envahi par l'odeur de sang. Shinpei tremblait, le cerveau engourdi, ne sachant que faire. Inconsciemment, il comptait simplement le nombre d'ombres ici. À ce moment-là, Shinpei vit une scène extrêmement horrifique, So utilisant son corps pour protéger Miyo. La tête de Su saignait et il s'effondra devant Shinpei. L'ombre du faux Su éclata de rire. Elle était aussi curieuse des préférences humaines. Elle ne s'attendait pas à ce que Su ose protéger Miyo de cette manière. C'était trop amusant. Elle se préparait à éliminer Miyo quand des coups de feu retentirent. Nagumo tira sur le bras du faux Su, puis mit la main dans sa poche pour prendre plus de munitions. À ce moment-là, elle découvrit que l'ombre noire devant elle avait créé un clone qui savait aussi tenir une arme. En un instant, Nagumo sentit le danger, esquivant rapidement sur le côté pour sauver sa vie. L'ombre noire prit alors la parole, les sondant. Leur apparition ici signifiait qu'ils devaient avoir vaincu l'ombre de Miyo, n'est-ce pas? Shinpei cria furieusement. Immédiatement, l'ombre projeta des tentacules, enroulant fermement le corps de Shinpei. Elle tira Shinpei pour l'examiner. L'œil droit de Shinpei était l'œil droit perdu de sa mère du passé. Il était déroutant de savoir comment Shinpei avait obtenu cet œil. Avec cet œil, Shinpei recevrait la capacité de contrôler le temps. À ce moment-là, Ushio venait de se réveiller, essayant de se libérer de l'emprise du faux Shinpei. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné. Pendant ce temps, le vrai Shinpei se tordait de douleur sur le sol. Le chef des ombres comprenait très bien le mécanisme de l'œil droit de Shinpei. Chaque fois qu'il mourait, il revenait à un point de contrôle pour recommencer. Donc, il n'y avait qu'une seule façon pour le côté maléfique de gagner. Il se tourna pour appeler le faux Shinpei pour commencer le travail. Ushio cria avec peur, appelant Miyo pour protéger Shinpei. Miyo comprit ce que sa sœur voulait et essaya de ramper vers Shinpei. Mais juste au moment où elle allait toucher Shinpei, l'ombre attaqua et tua Miyo juste devant eux. Une par une, les ombres se dissolvaient progressivement et rejoignaient le corps du chef des ombres. Son dernier repas était terminé. Nagumo était allongé, soignant ses blessures, se reprochant d'être arrivé trop tard. Le chef des ombres leva la main vers le ciel. Immédiatement, une lumière rouge vif apparut au-dessus. La chose que le chef des ombres appelait mère était une fille. Immédiatement, la traînée noire apparut, se répandant dans toute la zone de la cérémonie. C'était comme un déluge, se déversant sous le sanctuaire. Quiconque se tenait debout ou touchait cette traînée noire disparaîtrait immédiatement. Toute l'île était devenue un repas pour la mère des ombres. Elle se lécha les lèvres une fois, montrant une grande satisfaction. Shinpei était impuissant, ne sachant pas quoi faire. Nagumo était dans le même état. Elle se reprochait d'être trop faible pour sauver qui que ce soit. Le rituel de l'ombre était terminé. Il était trop tard pour corriger cette erreur. À ce moment-là, Shinpei cria soudainement fort, appelant Nagumo. Il éclata en sanglots, suppliant Nagumo de lui tirer dessus. Il reviendrait au 22 pour corriger cette erreur. Nagumo n'avait plus qu'une seule balle, tout ou rien. Mais avec Shinpei criant ce plan si fort, bien sûr que le chef des ombres ne laisserait pas cela se produire. Il se préparait à absorber Nagumo quand Ushio a émergé de sous terre. Elle a frappé le chef des ombres en plein visage, créant l'occasion parfaite pour Nagumo de presser la détente. Avant cela, elle devait encore rappeler une chose à Shinpei. S'il pouvait vraiment revenir, il devait dire son nom devant elle. S'il le faisait, elle l'aiderait certainement de toutes ses forces. Le coup de feu retentit, emportant la tête de Shinpei. Avant d'être renvoyé dans le temps, Shinpei devait entrer dans un état d'observateur comme auparavant. Voir la scène de l'île engloutie par l'ombre noire était insupportable pour Shinpei. Il souhaitait juste que cela se termine rapidement. À ce moment-là, Shinpei et la mère des ombres se croisèrent du regard, puis il fut entraîné dans une dimension différente pour inverser le passé. La voix d'Ushio retentit à nouveau, lui rappelant de faire attention avec ce pouvoir. Ce n'était pas quelque chose qu'une personne ordinaire pouvait contrôler. En un clin d'œil, Shinpei était revenu au 22 juillet. Il s'effondra, vomissant violemment, puis découvrit que ses vêtements étaient trempés. Shinpei se souvint immédiatement qu'à ce moment-là, il avait probablement été projeté dans la mer par le vélo de Miyo et avait été sauvé par elle. En rentrant chez lui, Shinpei sortit un cahier pour étudier. La première fois qu'il est revenu, il est apparu sur le bateau. La deuxième fois, c'était après être descendu du bateau. Et c'était la troisième fois, quand il avait été projeté dans la mer par le vélo de Miyo. Le point de départ de chaque boucle était progressivement repoussé. Maintenant, Shinpei comprenait ce qu'Ushio lui avait dit. Ce pouvoir avait des limites, et lors du prochain retour, il était très probable qu'il soit repoussé à un moment encore plus tardif. Shinpei se leva pour changer de vêtements et se préparer. Dans 3 jours, ce serait le festival d'été. Il devait trouver un moyen de sauver tout le monde en 3 jours, car s'il devait utiliser son pouvoir à nouveau, si son point de départ était après que le groupe de Miyo ait été tué, alors peu importe combien de fois il revenait, cela ne résoudrait rien. Pendant ce temps, à la plage, les vagues s'échouaient, amenant Ushio avec elles.
Elle se réveilla confuse, les yeux remplis de larmes, alors qu'elle regardait autour d'elle avec surprise et perplexité. Lors du deuxième voyage dans le temps de Shinpei, le navire accosta. Dès qu'elle mit le pied sur le quai, Nagumo fut stupéfaite de découvrir que la personne se tenant à côté du navire était une ombre. Cependant, elle n'a montré aucune réaction à cela. Nagumo tira sa valise en haut de la pente, juste au moment où Mio descendait à vélo, criant fort le surnom de Shinpei. Cela rendit Nagumo un peu curieuse. Elle analysa le Shin dans Shinpei, puis rejeta rapidement l'idée. Il ne pouvait pas être que Shinpei ait pris le même bateau qu'elle par hasard. L'attention de Nagumo fut attirée par un avis de décès. Dessus était clairement écrit le nom d'Ushio. Nagumo se souvint immédiatement de la scène de Shinpei criant le nom de la fille, puis se cognant directement contre sa poitrine. Alors, elle est allée au funérarium pour enquêter davantage. En se promenant pour explorer, un homme l'a reconnue. Masahito sourit largement, la saluant et complimentant Nagumo sur le fait qu'elle était devenue plus belle. Cela faisait 14 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. En saluant Masahito, Nagumo l'a également sondé. Elle avait marché sur son ombre et n'avait vu aucune réaction, prouvant qu'il n'était pas un monstre d'ombre. Après cela, Nagumo demanda curieusement à Masahito des nouvelles de la petite Ushio. En mentionnant cela, le visage de Masahito devint triste alors qu'il lui racontait tout, mais très vite, il changea de sujet. Ensuite, il a appelé M. Align pour rencontrer Nagumo. Bien sûr, Nagumo le connaissait, et M. Align n'était pas non plus un étranger pour elle. Au collège, Nagumo était une cliente régulière du restaurant de M. Align. Elle connaissait très bien sa famille, 2 filles, la plus jeune Miyo et la sœur aînée, Ushio. Après avoir donné naissance à Miyo, la femme de M. Align était décédée. Pendant qu'il travaillait, les clients se relayaient pour s'occuper de Miyo afin de l'aider. À ce moment-là, Ushio était aussi très jeune. Quand la petite fille est venue demander à Nagumo de lui lire une histoire, elle a lu avec plaisir à Ushio un roman nouvellement publié qu'elle avait écrit elle-même. Après avoir rencontré M. Align, Nagumo s'est appuyé contre un coin du mur, regardant la photo commémorative d'Ushio. 14 ans s'étaient écoulés, un très long moment. Depuis lors jusqu'à maintenant, aucun décès notable n'avait été enregistré. Mais peut-être était-il temps pour eux d'agir. En réfléchissant, Nagumo entendit la voix de M. Align. Il recevait un appel de Miyo qui lui annonçait qu'elle et Shinpei étaient tombés à la mer, donc ils seraient en retard pour les funérailles. Immédiatement, Nagumo s'approcha pour se renseigner auprès de M. Align à propos de ce garçon, Shinpei. Il et Masahito lui répondirent joyeusement. Shinpei était le fils d'un de ses amis proches d'avant. Il y a 10 ans, les parents de Shinpei ont eu un accident en montant sur un bateau. Cela suffisait. Nagumo tira sa valise et partit. Elle avait donc confirmé que l'enfant qu'elle devait trouver était la personne qu'elle avait rencontrée sur le bateau. Mais pour l'instant, elle devait éviter Shinpei. Elle ne pouvait pas lui faire confiance immédiatement avec si peu d'informations. M. Align, voyant Nagumo partir, la poursuivit. Il emmena Nagumo dans un coin caché, puis lui révéla le secret sur la mort de sa fille. La fille avait été étranglée à mort, et non noyée comme la police l'avait annoncé. Cela rendit Nagumo un peu en colère. Les policiers de cette île étaient-ils des idiots? Si elle avait été étranglée, il y aurait sûrement encore du sang et de la peau du coupable sous les ongles d'Ushio. Sans hésitation, Nagumo se précipita dans la salle, ouvrant le couvercle du cercueil d'Ushio, surprenant tout le monde. Tetsu, voyant cela, essaya d'arrêter Nagumo, mais c'était presque inefficace. Nagumo essuya doucement le cou d'Ushio, et la marque de strangulation apparut immédiatement. Elle se tourna ensuite pour demander à M. Align qui avait habillé Ushio. M. Align se souvenait seulement que c'était probablement une infirmière à l'hôpital. À ce moment-là, le médecin présent dans la salle se précipita pour reprocher à Nagumo de ne pas respecter les morts. Nagumo ne prit pas la peine de discuter et tira immédiatement sa valise pour partir. M. Align courut continuellement après elle, s'excusant auprès de Nagumo de lui avoir parlé de cette affaire inappropriée. Nagumo se tourna pour lui poser une question de plus. Si avant de mourir, Ushio avait mentionné quelque chose à propos d'un double. Dès qu'elle eut fini de parler, l'ami d'enfance de Nagumo la reconnut. Asako éclata en sanglots devant Nagumo, incapable de croire que cela était arrivé à Ushio. Juste parce qu'elle avait sauvé la fille d'Asako, Ushio avait dû mourir. M. Align réconforta précipitamment Asako, tandis que le visage de Nagumo se plissait. Ce jeu d'acteur de 3e ordre ne pouvait pas la tromper. L'Asako devant elle était une ombre déguisée. Très probablement, la vraie Asako avait déjà été tuée. Nagumo serra les dents avec colère. Cette fichue chose osait venir aux funérailles de M. Align, après avoir causé tout cela. Après avoir quitté la salle, Nagumo est allé rencontrer M. Nezu et lui a raconté toute la vérité. Toute la famille de Shiori était des ombres. En entendant cela, M. Nezu pouvait déjà imaginer le scénario. Assurément, la vraie Shiori avait été tuée, prétendant se noyer pour tuer Ushio, puis remplaçant toute la famille d'Asako. Mais pour faire cela, il y avait sûrement parmi eux quelqu'un qui pouvait créer de nouvelles ombres.
Les choses devenaient plus complexes. À ce moment-là, Nagumo, les larmes aux yeux, lui jeta un téléphone. Elle espérait que lorsque le besoin s'en ferait sentir, Monsieur Nezu l'aiderait. De retour à Shinpei, ayant été réincarné, Shinpei copia exactement ce qu'il avait fait lors de la réincarnation précédente. Cela l'a aidé à éviter d'être attaqué par Shiori immédiatement. Les funérailles se sont terminées à 13 h. Quand tout le monde était parti, la famille d'Asako a appelé Shinpei pour sonder combien il savait sur l'ombre qu'il avait mentionnée. Shinpei a commencé à transpirer en voyant une fourmi ramper sur leur ombre. Il se souvenait clairement de ce que Nagumo lui avait dit. L'ombre détestait qu'on marche sur son ombre. Assurément, toute la famille d'Asako était des ombres déguisées. Shinpei, effrayé, essaya de trouver une excuse pour faire partir la famille d'Asako. À ce moment-là, Mio s'approcha de lui pour s'enquérir. À ce moment-là, Shinpei se tourna brusquement pour demander à Mio la couleur des sous-vêtements qu'elle avait portés hier. Dans la deuxième boucle, il avait accidentellement vu la couleur de ses sous-vêtements quand il avait été tué. Ce matin, quand elle est venue le chercher, Mio portait des sous-vêtements différents. Après que Mio ait confirmé qu'hier, elle portait des culottes blanches, Shinpei était certain que Mio avait été copiée d'hier. Il ne pouvait pas remonter le temps aussi loin. Il devait trouver un autre moyen de protéger Mio. À 1h30 de l'après-midi, le cercueil d'Ushio a été emmené au crématorium. Tout le monde s'est rassemblé dans la salle à manger pour un repas d'adieu pour la fille. Shinpei a fait le tour de la pièce en posant des questions à toutes les personnes qu'il trouvait suspectes. La première question était de savoir s'ils avaient entendu l'histoire des ombres. La deuxième question était de savoir s'ils avaient rencontré quelqu'un avec une grosse poitrine. En entendant cela, M. Align était assez sûr que la personne à laquelle Shinpei faisait référence était Nagumo. Alors, il a remis le papier que Nagumo lui avait demandé de donner à Shinpei. C'était un code, comme dans le roman que Nagumo avait écrit elle-même. Donc Shinpei trouva rapidement la réponse. Monsieur Arlane s'est excusé pour aller aux toilettes. Shinpei a immédiatement appelé pour essayer de contacter Nagumo, mais la personne qui a répondu était Monsieur Nezu. Il n'a pas expliqué grand-chose. Il a juste dit à Shinpei de retourner dans le hall et d'attendre son contact. Pendant que Monsieur Hélène était dans la salle de bain, l'ombre déguisée en Monsieur Hélène est apparue, se faufilant dans la salle de bain pour l'assassiner. Juste au moment où il ouvrit la porte, Nagumo l'attendait et l'a immédiatement frappé avec un marteau au sol. Ce n'est qu'après un moment que M. Nezu a de nouveau contacté Shinpei, l'appelant dans la cour. Il lui a demandé de se tenir comme une statue, puis a tiré directement sur son ombre. Pendant ce temps, dans la salle de bain, après avoir reçu un coup de marteau, le faux Hélène est également allé rencontrer son créateur. La vraie Hélène était assise dans la pièce voisine, ne sachant pas du tout ce qui se passait. Du côté de Shinpei, tirer sur l'ombre alors qu'il n'était pas blessé suffisait à prouver qu'il n'était pas un faux, alors M. Nezu lui a fourni l'emplacement de Nagumo. En chemin, il se demandait pourquoi elle connaissait les ombres. À la porte, M. Nezu attendait déjà. Il a conduit Shinpei à l'intérieur, expliquant la situation précédente pendant qu'il marchait. Finalement, Shinpei a rencontré Nagumo. Shinpei a immédiatement présenté le roman, lisant son nom très clairement, voulant que Nagumo le signe pour lui. En signant, Nagumo a rappelé à Shinpei d'écouter très attentivement ce qu'elle allait énumérer. D'après son observation, Shinpei ne pouvait pas résoudre le code sans savoir qui elle était au préalable. Il n'y avait qu'une seule possibilité. Soit il l'avait connue auparavant, soit il avait traversé le 22 juillet plusieurs fois. Cela signifiait que Shinpei était un voyageur temporel. En entendant cela, Shinpei éclata en sanglots, confirmant le raisonnement de Nagumo. Shinpei tendit le roman à Nagumo, demandant curieusement si elle croyait à la vérité sur les ombres, ce qui l'avait poussée à écrire ce roman, et de plus, elle avait nommé le personnage principal d'après elle-même. En entendant cela, Nagumo s'appuya contre le mur et dit à Shinpei que 14 ans auparavant, elle avait vu l'ombre de ses propres yeux, et c'était aussi celle qui avait tué sa famille. Elle l'avait vécu, donc elle croyait Shinpei. Quant aux autres problèmes, elle les garderait secrets, car si Shinpei était copié par l'ombre, l'ombre connaîtrait aussi ses secrets. Monsieur Nezu prit alors la parole, rappelant à Shinpei que les cibles de l'ombre étaient des familles. Il y a 14 ans, seul Nagumo s'était échappé, donc en revenant ici, elle deviendrait certainement leur cible. Shinpei réalisa immédiatement, d'abord Ushio, puis Mio, enfin lui. Alors qu'adviendrait-il de Monsieur Hélène? Nagumo interrompit le cours de ses pensées. Le problème de Monsieur Hélène avait déjà été résolu par elle. Une fois qu'une ombre était tuée, elle ne pouvait pas revenir, donc M. Hélène serait en sécurité. Cet effet était similaire à l'immunité antibactérienne. M. Nezu était également immunisé contre l'ombre, donc il n'avait pas peur du tout. Voyant Shinpei encore très inquiet, Nagumo l'encouragea, promettant de le protéger à tout prix. Ensuite, concernant le plan de Shinpei, il lui raconta précipitamment tout ce qu'il savait. La nuit du festival d'été, tout le monde mourrait. Le chef des ombres avait la capacité de contrôler les autres ombres. Un peu plus tôt, Shinpei avait donné à Nagumo un morceau de papier qui expliquait également les événements qui allaient se produire.
À 21h ce soir, l'ombre de Mio apparaîtrait devant le magasin de Monsieur Hélène. Nagumo comprit alors que ce soir, elle s'occuperait de l'ombre de Mio. Mais pour l'instant, il y avait encore une affaire à régler. Sans que Nagumo le dise, Shinpei savait qu'elle avait l'intention d'aller s'occuper des ombres dans la famille d'Asako. Il conseilla à Nagumo de ne pas le faire car, selon le cycle de réincarnation précédent qu'il avait vu, lorsque le festival avait lieu, la petite Shiori était toujours présente, prouvant que Nagumo avait échoué à vaincre la petite fille. Mais si Nagumo insistait toujours pour y aller, Shinpei voulait la suivre. Si une variable survenait, il voulait savoir quelle raison avait conduit à leur échec. Nagumo accepta sa demande. Cependant, elle irait seule, tandis que Shinpei et Monsieur Nezu se cacheraient dans un coin pour observer. Avant d'entrer, Nagumo s'arrêta pour écouter un enregistrement, ce qui rendit Shinpei quelque peu curieux. Monsieur Nezu laissa échapper une explication. Nagumo n'avait aucun souvenir. Elle devait donc enregistrer ce qu'elle savait pour ses actions ultérieures. Nagumo tira sa valise et sonna à la porte de la maison d'Asako. Le faux ombre d'Asako ouvrit la porte avec enthousiasme pour Nagumo. Nagumo a utilisé l'excuse que la réunion d'aujourd'hui était trop précipitée et qu'elle n'avait pas eu le temps d'offrir des cadeaux à la famille, donc elle voulait entrer avec tout le monde. La fausse Shiori, en entendant cela, a ordonné à la fausse Asako de la laisser entrer. Nagumo est entré et a demandé la permission d'Asako pour ouvrir sa valise ici. Profitant d'un moment d'inattention, Nagumo l'a immédiatement frappé au visage avec un marteau. À l'extérieur du magasin Koba, Shinpei se demandait encore, demandant à Monsieur Nezu si c'était juste une supposition. Mais Nagumo avait-elle plusieurs personnalités? Elle-même lui avait dit de rencontrer son frère, mais une telle possibilité ne pouvait pas se produire, n'est-ce pas? Monsieur Nezu sourit et rappela doucement à Shinpei, à moitié vrai, à moitié faux, qu'il comprendrait bientôt. Shinpei était encore très inquiet, ne sachant pas si Nagumo seul pouvait résister aux trois. Sur ce point, Monsieur Nezu était certain qu'elle le pouvait, parce qu'il savait que Nagumo était une personne très forte. Elle avait le secret pour détruire les ombres. La raison pour laquelle Nagumo avait demandé à Shinpei de rester dehors n'était pas parce qu'elle craignait qu'il soit en danger, mais parce qu'il était une variable dans son plan. Et Nagumo essayait de comprendre pourquoi son plan dans la boucle précédente avait échoué. À l'intérieur du bâtiment, Nagumo repoussa Asako. Immédiatement, le mari d'Asako saisit des baguettes et se précipita pour l'attaquer. Nagumo lui donna un coup sur la tête et le repoussa d'un coup de pied. En un instant, Nagumo vit Asako se transformer et l'attaquer par derrière, grâce à quoi elle put échapper à l'attaque, puis saisit l'occasion pour frapper directement l'ombre sous ses pieds, tuant avec succès l'ombre de la fausse Asako. Maintenant, Nagumo sentit une présence derrière elle. C'était la petite Shiori. Elle faisait encore semblant d'être innocente, appelant ses parents. Mais à ce stade, Nagumo ne pouvait plus être dupé ainsi. Avec un marteau à la main, Nagumo frappa l'ombre. Mais elle réussit à esquiver et à se faufiler derrière elle. Dehors, Nezu expliquait encore plus à Shinpei. Nagumo avait un frère jumeau il y a 14 ans, son frère avait été tué, son corps couvert de marques de morsures. En entendant les cris, Monsieur Nezu s'était précipité pour vérifier. La scène devant ses yeux était restée avec lui jusqu'à maintenant. Tout le monde disait que le frère de Nagumo avait été attaqué par des animaux sauvages, mais Nagumo insistait sur le fait que le garçon avait été assassiné. Les marques de morsures sur tout son corps avaient brouillé la marque sur le cou du garçon, et personne ne croyait Nagumo. Les funérailles du garçon ont eu lieu juste après, puis il a été emmené au crématorium. En entendant cela, Shinpei réalisa vaguement que c'était exactement comme Ushio était mort. Voyant que Shinpei comprenait le problème, Monsieur Nezu se tourna pour demander à Shinpei une fois de plus s'il était prêt à affronter ce qui allait se passer. Dans le bâtiment, Nagumo avait été maîtrisé par le faux Shiori, qui l'étranglait au sol. Il était assez surpris par ce que Nagumo venait de faire. Elle savait comment tuer une ombre, ce qui l'a fait se demander si elle était du même côté que le traître. Nagumo ne s'est pas donné la peine de répondre, se contentant de lui rappeler que si elle voulait savoir, elle pouvait la copier. L'ombre furieuse se préparait à tuer Nagumo, mais elle a attrapé les baguettes par terre et, sans hésitation, s'est poignardée pour blesser l'ombre. Il hurla de douleur et se précipita directement au 3e étage. Cette fausse ombre était complètement différente des 2 ombres qu'elle venait de gérer. Pour être certaine, avant de monter au 3e étage pour la trouver, Nagumo avait envoyé un message à l'extérieur pour informer Shinpei et Monsieur Nezu. Elle la poursuivrait et il passerait au plan B. De son sac, Monsieur Nezu sortit immédiatement un pistolet à clous, prêt et préparé. Pendant ce temps, Nagumo était montée au 3e étage pour explorer. Elle est entrée dans une pièce et a immédiatement envoyé un message pour informer Monsieur Nezu de se préparer. L'ombre s'échapperait par la fenêtre. Après cela, Nagumo prit la parole, rappelant doucement à la petite Shiori, qui se tenait derrière elle, qu'elle connaissait tous ses secrets. Lorsqu'elle copiait une personne, elle devait rester immobile pendant une courte période et ne pouvait rien faire.
Si cela agissait ainsi, il mourrait immédiatement. L'ombre claqua la langue, ayant vu sa faiblesse pointée du doigt. Il n'était plus assez stupide pour copier Nagumo, et comme elle l'avait prédit, il s'était échappé par la fenêtre. Monsieur Nezu attendait déjà en bas. Avec le pistolet à clous, il tirait continuellement dessus, mais ce n'était pas efficace. Cette ombre se déplaçait trop rapidement, mais à ce moment précis, depuis un coin caché, Shinpei avait sauté pour plaquer l'ombre au sol. Elle mordit furieusement la main de Shinpei, mais il ne lâcha pas prise, devant attendre que Monsieur Nezu arrive et tire avec le pistolet à clous dans sa jambe avant que Shinpei ne la relâche. Selon son expérience, pour immobiliser l'ombre, il devait tirer à 3 points différents. De cette façon, elle ne pourrait plus bouger. Maintenant, cette ombre était inutile. À ce moment-là, la fausse ombre éclata soudain de rire. Il se lamentait sur la façon dont c'était ennuyeux, que cet été tout se terminerait de toute façon. Shinpei cria avec colère, voulant savoir pourquoi il avait tué Ushio. L'ombre resta calme, taquinant Shinpei, et l'invita même à devenir une ombre avec elle. Shinpei était très en colère. Il leva le poing, voulant le frapper, mais en regardant le visage de la petite Shori, il ne put s'y résoudre. Boum! Le marteau de Nagumo l'avait envoyé sur le comptoir. Ça suffit, rappela-t-elle à Shinpei. Parler trop longtemps à une ombre ferait que Shinpei la confonde avec d'autres. Après s'être calmé, Shinpei demanda curieusement à Nagumo quelle était la différence entre une vraie personne et une copie. Il doit y avoir une vraie différence, non? Alors ce soir-là, ils se sont tous rencontrés près de la rivière. Ici, ils ont également expliqué à Shinpei le trouble de la personnalité multiple de Nagumo. Nagumo était la sœur aînée, et la personne se présentant à Shinpei était le frère cadet nommé Izuru. Les deux vivaient dans le même corps, se remplaçant lorsque nécessaire. Profitant d'être dehors pour discuter, Izuru a immédiatement mal parlé de sa sœur. Mais soudain, un poing lui a volé droit au visage. Nagumo reprit le contrôle du corps. Elle était très embarrassée que son frère ait mal parlé d'elle de cette façon. Après cela, elle rappela doucement à Shinpei qu'il n'avait pas le temps d'étudier les différences entre les ombres et les gens normaux, du moins jusqu'à ce que tout soit terminé. Il était trop tard pour sauver la famille Koba, mais il n'était pas trop tard pour Shinpei. Il pouvait encore sauver la petite Mio s'il tuait son faux double. Après cela, ils sont tous allés devant le restaurant pour se préparer à mettre en œuvre le plan. La tâche de Shinpei était très simple, observer et faire en sorte que tout soit similaire à la réincarnation précédente. Elle et Monsieur Nezu seraient prêts à attendre son signal. Après avoir planifié, Shinpei est entré dans la maison. Il fut surpris en voyant Mio tenir un couteau, pensant qu'elle allait le poignarder. Mais non, Mio voulait juste cuisiner un repas pour Shinpei toute seule. Shinpei se précipita rapidement pour se tenir à côté d'elle, prétendant vouloir aider la petite fille. Mais en fait, il marchait sur l'ombre de Mio pour confirmer que Mio n'était pas une fausse ombre, ce qui fit soupirer Shinpei de soulagement. Il envoya immédiatement Mio ailleurs, disant qu'il allait cuisiner. Il devait tout garder exactement comme lors du deuxième renversement, sinon les actions des autres changeraient également, alertant l'ombre, ce qui serait désastreux. Le bruit d'un estomac qui gargouille fit penser à Shinpei que Mio avait déjà faim. Il se tourna pour vérifier, mais c'était Ushio, et elle portait même un maillot de bain. Shinpei fut surpris et tomba par terre. Il n'arrêtait pas de demander à Ushio pourquoi elle était apparue ici. Elle aurait dû apparaître le 24. Pas maintenant. Voyant cela, Ushio ne cacha rien à Shinpei. Elle est venue informer Shinpei que le 24, lors du festival d'été, des monstres d'ombre noire apparaîtraient et tueraient tout le monde. Shinpei regarda Ushio avec des yeux écarquillés. Elle savait cela. Se pourrait-il qu'Ushio ait vécu la nuit du 24? Juste à ce moment-là, il y eut un bruit à la porte. C'était Mio. La petite fille venait de finir de se laver le visage et était revenue. Pour éviter d'être découverte par Mio, Ushio devait se cacher sous la table, tandis que Shinpei faisait semblant de continuer à cuisiner. Le ventre d'Ushio gargouillait de faim, ce qui fit transpirer Shinpei. Mais heureusement, Mio pensa que c'était le ventre de Shinpei. Elle s'assit et soupira profondément. Shinpei savait encore ce que c'était d'avoir faim, ce qui signifiait qu'il était encore en bonne santé. Shinpei, avec un couteau à la main, continuait à se dire de rester calme, mais dans un moment comme celui-ci, se souvenir de la recette du curry était la chose la plus facile, mais la situation n'était pas bonne du tout. L'apparence d'Ushio ici était complètement différente des deux précédents retours dans le temps. Des variables apparaîtraient certainement. Que devait-il faire maintenant? Nagumo, aide-moi! Shinpei s'inquiétait. À ce moment-là, oncle Hélène venait de rentrer. Voyant Shinpei cuisiner pendant que sa fille ne faisait rien, il avait demandé à Mio d'aider, mais Mio avait immédiatement refusé, en prétextant que son seul travail était de manger. Shinpei avait profité de cette occasion pour donner à Ushio une note lui rappelant que dans 5 minutes, l'oncle Hélène irait se laver les mains et Mio irait prendre un bain. À ce moment-là, Ushio doit se précipiter dans sa chambre pour se cacher. Un instant plus tard, Shinpei avait terminé le curry.
Il sortit des assiettes, se préparant à les monter dans la chambre, quand Mio intervint, se demandant pourquoi il y avait 2 portions. Shinpei, effrayé et en sueur, utilisa rapidement l'excuse qu'il avait très faim pour tromper la petite fille. Il monta le plateau de curry à l'étage. Dès qu'il ouvrit la porte, il vit déjà Ushio en position prête à manger. À ce moment-là, Shinpei se souvint de l'instruction de Nagumo de ne pas laisser les mots de l'ombre le toucher. Cela rendit Shinpei quelque peu méfiant. Pourquoi l'ombre d'Ushio apparaîtrait-elle ici comme ça? En mangeant, Shinpei avait sondé Ushio avec quelques questions. Il avait même un couteau caché derrière son dos en cas de problème. Ushio ne se souvenait pas non plus d'où elle venait. Elle se souvenait seulement s'être réveillée sur le rivage. Bien sûr, Ushio ne laisserait personne la découvrir, sauf Shinpei. Soudain, Shinpei chatouilla Ushio. La surprenant, elle se retourna brusquement pour le réprimander. Shinpei expliqua tout en sortant lentement le couteau de derrière son dos. Actuellement, l'ombre d'Ushio n'avait aucune défense. Il pourrait le tuer complètement maintenant. Mais lors du deuxième renversement, cette ombre avait créé une opportunité pour aider Shinpei à recommencer. Était-ce juste pour lui de faire cela? À ce moment-là, Shinpei se souvint du moment où il était sur le point de partir pour Tokyo pour étudier. Oncle Hélène connaissait quelqu'un là-bas et Shinpei avait décidé d'aller à Tokyo pour apprendre la cuisine. Il avait utilisé l'excuse qu'il ne pouvait pas toujours être un fardeau pour la famille d'Ushio. Mais la vérité était que Shinpei agissait ainsi parce qu'il aimait Ushio. Il ne voulait pas toujours être le frère d'Ushio. Le dernier jour avant que Shinpei ne parte, Ushio avait souhaité manger le curry qu'il avait cuisiné, mais Shinpei avait refusé. Et puis, il n'y a plus eu de prochaine fois ici. Ushio a mangé et pleuré. C'était bien qu'elle ait encore eu la chance de manger le curry de Shinpei une fois de plus. Maintenant, Shinpei l'avait confirmé. La personne en face de lui, même si c'était une ombre, était toujours Ushio. C'était différent des autres ombres. Alors Shinpei n'était plus prudent et partageait tout avec Ushio. Le 24 prochain, le festival serait attaqué par des monstres ombres. En entendant cela, Ushio voulait aider Shinpei, mais quand il a mentionné les capacités d'une ombre, Ushio a renoncé. Elle ne pouvait pas faire la même chose qu'eux. À l'extérieur du magasin de cercueil, Nagumo et Monsieur Nezu étaient déjà en position. Dans seulement 10 minutes de plus, le faux ombre de Mio apparaîtrait ici. Elle a appelé pour demander la situation de Monsieur Nezu. Lui aussi avait un pistolet prêt, allongé dans une position parfaite en attendant l'opportunité. Cependant, il avait encore quelque chose à rappeler à Nagumo. Ne fais pas trop confiance à ce que Shinpei a dit. Après tout, pour lui, Shinpei n'était qu'un appât pour faire apparaître ses ombres. Si une variable survenait, Shinpei pourrait ne pas être utile. Dans la chambre de Shinpei, il avait conseillé à Ushio de changer de maillot de bain. Ushio voulait le faire, mais elle ne savait pas comment utiliser les capacités de l'ombre. En essayant trop fort, le maillot de bain sur son corps a complètement disparu, exposant son corps nu. Alors Shinpei a dû lui prêter une chemise à porter temporairement. Les deux bavardaient sans se rendre compte que l'ombre s'était faufilée par le tuyau et avait infiltré la maison. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Shinpei poussa précipitamment Ushio à se cacher sous la couverture, puis ouvrit la porte pour accueillir Mio. La petite fille était venue pour nettoyer la nourriture à laver, mais il y avait 2 ensembles de couverts ici, ce qui rendit Mio un peu curieuse. Cela a surpris Shinpei, qui s'est empressé d'expliquer. Après le départ de Mio, il a osé laisser Ushio sortir. D'une manière ou d'une autre, Mio a de nouveau ouvert la porte. Mais cette fois, Shinpei avait déjà remarqué quelque chose d'étrange. Mio, avec un couteau à la main, s'est précipité pour le poignarder, mais Ushio avait sauté pour prendre le coup de couteau à la place de Shinpei. Puis, elle a donné un coup de pied à la fausse ombre. L'ombre factice a continué d'attaquer. Cette fois, elle a visé Ushio en premier. Avec le couteau dans sa main, elle a poignardé directement l'entité d'Ushio, lui coupant le bras. Shinpei était effrayé, ne sachant pas quoi faire. Il n'était pas de taille face à cette ombre. Mais devait-il simplement mourir comme ça? Shinpei ouvrit le rideau derrière lui, sortit un couteau et fit face au faux Mio. Il ne l'attaqua pas immédiatement, mais se tourna pour interroger Ushio. S'ils étaient du même côté, pourquoi Ushio aidait-elle Shinpei? Ushio cria avec colère, niant être du même côté que lui. Elle et Shinpei étaient une famille. Le protéger était naturel. Juste au moment où l'ombre se précipitait pour attaquer Shinpei, des coups de feu retentirent, soufflant la tête du faux Mio, créant une opportunité pour Shinpei de poignarder directement son entité et de l'achever. Après cela, il se tourna précipitamment pour vérifier les blessures d'Ushio. C'est alors que Nagumo avait poussé la porte. Sans un mot, elle avait déjà l'intention de prendre son marteau pour tuer Ushio. Shinpei a dû s'agenouiller et supplier Nagumo de la sauver. Ushio l'avait sauvée 2 fois. Elle n'était pas une ombre, mais la vraie Ushio. Cela rendit Nagumo très en colère. Osé lui demander de sauver une ombre, elle menaça Shinpei que s'il se tenait vraiment du côté de cette ombre, elle n'hésiterait pas à le tuer aussi. Shinpei s'en fichait. Si Nagumo faisait cela, il continuerait simplement à remonter le temps. À ce moment-là, Ushio se leva faiblement, demandant la situation de la vraie Mio.
Cela, Nagumo l'avait déjà confirmé. La petite fille était en sécurité et dans la salle de bain. Plus important encore, la voix d'Ushio était identique au message enregistré envoyé à Nagumo demandant de l'aide. Alors Nagumo a retiré son marteau et a soigné les blessures d'Ushio. Après cela, elle a fait écouter l'enregistrement à Ushio. C'était bien sa voix, mais Ushio ne se souvenait de rien. À ce moment-là, M. Nezu est arrivé. Il a mis de côté le passé d'Ushio et Nagumo. Plus important maintenant était que ce que Shinpei savait avait changé. L'ombre de Mio ne se tenait plus devant la maison, mais était entrée dans la maison pour tuer Shinpei. Très probablement, c'était parce qu'ils avaient tué l'ombre de Shiori, ce qui a conduit à des actions si différentes. Bien qu'ils voulaient vraiment continuer à aider Shinpei, lui et Nagumo ont été forcés de refuser. Si Shinpei insistait toujours pour ne pas tuer l'ombre d'Ushio, Nagumo avait confirmé qu'actuellement, Ushio était inoffensive. Mais qui savait ce que l'avenir réservait? Shinpei devait l'accepter. Avant de partir, il avait également rappelé doucement à Nagumo que l'après-midi de demain, 23 juillet, Nagumo serait probablement tué par l'ombre. Il l'avait prévenue à l'avance pour qu'elle puisse être prudente et changer l'avenir. Le lendemain matin, Shinpei s'est réveillé très tôt. Il est allé directement dans la chambre de Mio pour la réveiller afin qu'elle confirme qu'elle était déjà debout et n'aurait pas besoin de venir dans sa chambre pour l'appeler. À ce moment-là, Mio a donné le collier de coquillage à Shinpei. Il l'a ramené dans sa chambre et l'a donné à Ushio. C'était l'original. Avec un peu de chance, Ushio se souviendrait de quelque chose. Shinpei a rappelé à Ushio de rester dans la chambre pendant qu'il irait travailler, car aujourd'hui leur restaurant serait ouvert toute la journée. Après un moment, Sue était également arrivé. Lui et Sue sont allés à la plage. Juste au moment où Sue allait révéler la cause mystérieuse de la mort d'Ushio, elle est apparue juste devant lui, le figeant. Après cela, Shinpei expliqua tout à Sue. Il pleurait de manière incontrôlable, se blâmant lui-même. Si ce jour-là, il avait essayé un peu plus fort, peut-être qu'Ushio n'aurait pas eu à mourir. Ushio frappa Sue au visage avec colère. Actuellement, il devait compter sur Sue, et pourtant Sue prévoyait de rester là à pleurer jusqu'à quand? Après que Sue se soit calmé, Shinpei a tendu le téléphone à Ushio. Il ne connaissait pas le mot de passe et a dû demander au propriétaire de l'ouvrir. Avec son empreinte digitale, Ushio a réussi à déverrouiller le téléphone. Ils ont tous vérifié son contenu et ont découvert une vidéo de la plage, l'endroit où Ushio perdrait la vie. Ushio a lancé la vidéo pour que tout le monde puisse la regarder. Dans la vidéo, Ushio apparaissait debout, heureuse, devant la plage. Elle avait enregistré cette vidéo pour laisser un message à Shinpei. Au moment où il regarderait cette vidéo, elle serait déjà morte. Juste après cela, Ushio a tiré son ombre pour se tenir à côté de Shinpei et Sue, qui étaient très surpris. Debout devant la caméra, Ushio a confirmé à Shinpei qu'elle avait vérifié que cette ombre d'Ushio n'était pas comme les autres ombres. Elle est apparue ici pour aider Shinpei en tant qu'allié, donc elle espérait que Shinpei traiterait bien cette ombre. Quant à l'Ushio originale, elle savait qu'elle était sur le point de mourir. Elle avait donc quelques mots pour Shinpei, c'est pourquoi elle a enregistré cette vidéo. Tout avait commencé avec la petite Shiori, le 17 juillet. Ushio avait rencontré la petite Shiori. La fille m'avait raconté à Ushio l'histoire de l'ombre avec un visage très sérieux. Shiori avait senti quelqu'un exactement comme elle la suivre et a affirmé à Ushio que ce n'était pas simple. Au début, Ushio avait plaisanté et ne l'avait pas cru. Jusqu'au lendemain, le 18 juillet, quand elle et Mio nettoyaient à la plage pour le service communautaire et qu'Ushio avait vu quelqu'un qui lui ressemblait exactement de ses propres yeux. Quand Ushio l'a poursuivi pour regarder, elle n'a pu le trouver nulle part. Maintenant, Ushio croyait à l'histoire de l'ombre, alors elle est retournée voir la petite Shiori, promettant qu'elle aiderait Shiori à en apprendre davantage sur cette histoire d'ombre. Cela a rendu Shiori très heureuse. Très rapidement, le nettoyage de la plage s'est terminé. Le festival d'été aurait lieu le 24 juillet prochain. Après avoir terminé ici, Ushio et Mio sont rentrés chez elles, jouant à pierre-papier-ciseaux pour savoir qui se baignerait en premier. Mio a gagné et a soudainement mentionné Shinpei, se demandant s'il rentrerait à la maison cet été. Entendre parler de Shinpei a rendu Ushio furieuse, mais Mio savait très bien que sa sœur l'aimait. Alors, elle a continué à taquiner, rendant Ushio très embarrassé. Après que Mio ait fini de se baigner, ce fut le tour d'Ushio. Elle enleva ses vêtements et entra dans la salle de bain. D'une manière ou d'une autre, il y avait quelqu'un qui lui ressemblait exactement assis là. Ushio était tellement effrayée qu'elle était sur le point de crier fort pour appeler Mio, mais l'ombre d'Ushio lui couvrit la bouche pour l'en empêcher. Ushio lutta et poussa l'ombre dans la baignoire. L'ombre se frotta la tête et se lamenta qu'au moins Ushio devrait écouter son explication d'abord. Ushio demanda avec inquiétude à l'ombre pourquoi elle était apparue ici. L'ombre répondit calmement qu'elle était Ushio, donc rentrer à la maison n'était pas une erreur. Les actions de l'ombre étant exactement comme les siennes rendaient Ushio quelque peu effrayé. Mais très rapidement, les deux étaient en phase l'un avec l'autre et ils ont immédiatement pensé au problème de la petite Shiori. Ushio avait confirmé que l'ombre existait, donc ce que Shiori lui avait dit était certainement vrai.
Certainement, l'ombre de Shiori se cachait quelque part sur cette île. Selon ce que la petite fille avait dit, Shiori avait vu son ombre pour la première fois sur la montagne Takanasu. Alors, ils ont décidé qu'ils devaient découvrir ce qui se passait. Mais d'abord, ils devaient prendre un bain. Après cela, ils sont montés ensemble à la montagne Takanasu. L'ombre continuait de suivre Ushio, la rendant quelque peu mal à l'aise, tandis que pour l'ombre, c'était Ushio qui la suivait. Ushio, avec un morceau de bois à la main, se retourna pour menacer l'ombre, car à faire quelque chose de mystérieux. Elle la tuerait immédiatement. Les deux ont tâtonné autour de la montagne pendant longtemps, mais n'ont toujours rien découvert d'inhabituel. Il était déjà très tard aujourd'hui. Juste au moment où Ushio était sur le point d'abandonner et de rentrer chez elle, l'ombre prit la parole, indiquant à Ushio un autre chemin. Devant le chemin se trouvait un panneau d'avertissement de danger, ce qui augmenta leur curiosité. Alors, les deux filles continuèrent plus loin. En suivant le chemin, elles trouvèrent une vieille maison. Elles reconnurent immédiatement que c'était une ancienne clinique de la famille de Su. On disait qu'elle était hantée. Alors la famille de Su avait déménagé il y a longtemps. À cause de cette rumeur, personne sur l'île n'osait s'approcher de cette zone. Ushio et l'ombre commencèrent à explorer la zone. Bien que très effrayé par les fantômes, l'ombre avait l'impression d'être déjà venu ici. Juste à ce moment-là, un bruit étrange retentit. Ushio regarda et se mit à transpirer lorsque la chose qui apparut devant elle était en effet une ombre. Elle avait copié l'apparence d'Ushio et se précipita pour attaquer. Heureusement, l'ombre avait sauté pour pousser Ushio de côté, puis elle fut plaquée contre un tronc d'arbre par le monstre ombre. Ushio avec un bâton a essayé de frapper la tête du monstre, mais cela n'a eu aucun effet. Puis, dans le coup suivant, elle a accidentellement raté, frappant directement l'ombre sous ses pieds. Il s'est douloureusement retourné et a donné un coup de pied à Ushio dans l'estomac, puis s'est enroulé autour d'une branche d'arbre et a poignardé directement l'entité de l'ombre d'Ushio. L'ombre d'Ushio a crié de douleur. Cette douleur le déconcertait car son corps n'était pas blessé. Mais très vite, l'ombre d'Ushio comprit le problème. Ce n'était pas une vraie personne, mais juste une ombre copiée d'Ushio. Avec la faiblesse des ombres en main, elle domina complètement l'autre monstre d'ombre, puis le tua en un seul coup. Cette action super cool a également surpris le vrai Ushio. Après cela, il est tout raconté à Ushio. Pour qu'une ombre existe, elle devait tuer l'original. Normalement, il aurait déjà tué Ushio, mais il y avait quelque chose de très étrange ici. Ushio comprenait aussi le problème. Si c'était le cas, alors la petite Shiori était en danger. Ils devaient faire quelque chose immédiatement. Le lendemain, le 20 juillet, ils décidèrent d'aller à la plage pour enregistrer cette vidéo. Debout devant la caméra, l'ombre d'Ushio se demandait si Shinpei penserait qu'elle était un monstre quand il la rencontrerait. Mais la phrase suivante d'Ushio la fit éclater en larmes. Peu importe qui, tous étaient juste Ushio. En disant cela, l'ombre d'Ushio se rappela de tous ses souvenirs. Non seulement les souvenirs, mais aussi le pouvoir et les données étaient tous revenus. Maintenant, il était temps de montrer à Shinpei et Su toute la vision de ce qui s'est passé le 21 juillet. Ushio tendit sa main devant Shinpei et Su. En la touchant une fois, ils furent tous transportés à ce jour-là. Quand le groupe de Miyo se préparait à nager dans la mer, Su voulait les avertir, mais Shinpei lui retint la main. Ce n'était qu'une vidéo de lecture du passé, donc il ne pouvait pas affecter les personnes présentes. Après cela, Ushio les a conduits à la rencontrer ce jour-là. Les deux se tenaient dans un coin en train de discuter des plans. L'ombre d'Ushio s'était transformée en collier autour du cou d'Ushio, tandis que le vrai collier avait été rangé. Shiori, à ce moment-là, était encore très vive, voulant que sa sœur Miyo lui apprenne à nager. Mais en un instant, la fille avait disparu. Su découvrit rapidement des bulles remontant à la surface. L'ombre d'Ushio l'avait averti que Shiori était sous l'eau, alors Ushio se précipita pour sauver la fille. Bien que Miyo et Su voulaient aider, Ushio les arrêta fermement. L'ombre essayait de noyer et de tuer Shiori ici. Ushio nagea très rapidement vers le bas, puis son ombre apparut également, se précipitant pour couper le bras de la fausse Shiori, puis enlaçant la petite Shiori pour l'amener à la rive. Bien sûr, l'ombre ne les laisserait pas faire cela si facilement. Il avait poursuivi et s'était enroulé fermement autour de l'ombre d'Ushio. La vraie Ushio, à ce moment-là, n'hésita pas à la retenir, criant fort à son ombre d'emmener Shiori. Puis elle-même a lentement coulé sous la mer. L'ombre d'Ushio pleurait en essayant de ramener la petite Shiori à terre. Juste au moment où elles allaient arriver, le monstre de l'ombre est réapparu. Avec toutes ses dernières forces, Ushio s'était défendu, mais a quand même échoué et a coulé dans la mer avec la vraie Ushio. La petite Shiori avait également été tuée par l'ombre. Su et Miyo avaient maintenant plongé pour secourir, mais ce qu'ils ont secouru était l'ombre de Shiori. En voyant cela, Ushio éclata en sanglots, s'excusant de ne pas avoir pu protéger la petite Shiori. Elle promit à la vraie Ushio qu'elle protégerait tout le monde au festival d'été avec Shinpei.
Su, les larmes aux yeux, serra les dents de haine contre ces monstres. Il jura qu'il les tuerait tous pour venger Ushio. Voyant que Shinpei ne disait rien, Su se tourna avec colère pour gronder Shinpei, mais la vérité n'était pas celle-là. Shinpei était aussi très en colère, souhaitant juste pouvoir les tuer sur le champ. Soudain, par derrière, une main s'est tendue pour attraper la main de Shinpei. Il a demandé, stupéfait, à Ushio si cela n'était pas dans la vidéo, n'est-ce pas? Une lecture vidéo ne pouvait pas toucher son corps. L'ombre a alors transformé sa forme, rendant tout le monde craintif et éteignant rapidement cette vidéo. Heureusement, ils ont pu revenir en sécurité, mais cela n'était sûr que pour Ushio et Su seulement. Pour Shinpei, ce n'était pas le cas, car une étrange marque noire est apparue sur sa main. C'était l'empreinte de la chose qui venait de le tenir. Su interrogea Shinpei avec inquiétude. Actuellement, il n'y avait rien de différent à part cela. Shinpei ne ressentait aucune douleur. Cependant, au moment où l'ombre a saisi sa main, son visage s'était transformé. Shinpei se souvint immédiatement que ce visage était le dernier avant qu'il ne remonte le temps pour la 3e fois. Cette fille était apparue au festival d'été. Ushio commença aussi à se sentir étrange. Juste avant, elle avait clairement vu cette ombre la tuer, mais d'une manière ou d'une autre, Ushio pouvait encore revenir parfaitement. Mais grâce à cela, Ushio a pu dire la vérité à Shinpei. À ce moment-là, il s'est soudain mis à pleuvoir à verse. Su avait prévu de rentrer chez lui, mais Shinpei voulait aller à l'ancienne clinique tout de suite. Il n'avait plus de temps. Bien sûr, Su irait toujours avec Shinpei. Comment pourrait-il abandonner son ami comme ça? Pendant ce temps, Mio et Takiko s'abritèrent de la pluie à un arrêt de bus. Takiko mentionna le festival d'été, sondant Mio pour voir si elle avait l'intention d'y participer. Mio ne voulait pas du tout y penser pour le moment. Voyant Takiko avoir l'air un peu triste, Mio expliqua rapidement que c'était parce qu'elle n'avait pas de yukata à porter. Les yeux de Takiko s'illuminèrent. À ce sujet, Mio n'avait pas besoin de s'inquiéter. Elle en préparerait un pour Mio. Puis elle prit la main de Mio, demandant à la petite fille de venir à la cérémonie avec elle. Juste à ce moment-là, un grand homme est également entré ici pour s'abriter de la pluie et les a salués. Mio l'a salué joyeusement en retour, mais Takiko était très méfiante et a immédiatement demandé son identité. De sa poche, il a sorti une carte se présentant comme Miura de la station Nord. Ayant rencontré des gens ici, il voulait leur demander la situation du supermarché Koba. Pendant ce temps, Shinpei était déjà monté dans la forêt. Su venait également d'arriver. En regardant la tenue que portait Su, équipée d'une armure jusqu'aux dents, Shinpei fut un peu surpris. Su cria, reprochant à Shinpei d'être allé seul. Et où était Ushio? Bien sûr, Ushio était toujours juste à côté de Shinpei, mais elle s'était transformée en collier pour plus de commodité. Ils sont tous allés ensemble à l'ancienne clinique. En chemin, Shinpei se demandait à propos de cette clinique avec Su. Su, lui, a aussi confié un secret. En classe de 4e, il était venu ici une fois avec frère Tetsu pour tester leur courage, mais ils n'ont pas pu entrer car ils ont été attrapés sur le fait par le père de Su. Su lui-même se sentait aussi étrange. Il y avait quelque chose à propos de cette clinique que son père cachait. Mais qu'était-ce donc? Ils étaient arrivés devant la clinique. Shinpei demanda immédiatement à Ushio s'il y avait des ombres autour. Ses souvenirs étaient revenus avec ses pouvoirs, donc Ushio pouvait certainement les détecter. Ushio sauta hors du collier. En regardant le maillot de bain qu'elle portait, Su reprocha avec colère à Ushio de faire des affaires, pas d'aller jouer. En voyant qu'il portait une armure et la blâmait encore, Ushio répliqua en maudissant Su, en utilisant l'excuse que c'était sa tenue de combat. Su, se faisant crier dessus, était tellement effrayé qu'il courut rapidement se plaindre à Shinpei, alors Shinpei dut expliquer à son ami. Le vrai corps d'Ushio était allongé sous terre, donc tout ce qu'elle portait était pareil. De plus, Ushio avait choisi ce maillot de bain pour économiser de l'espace de copie pour d'autres choses. Shinpei et le groupe sont entrés dans la vieille maison. Tout ici était très ancien. Selon Su, cet endroit avait été construit il y a 100 ans et avait été abandonné dans les années 60. Les escaliers étaient tous cassés, donc il ne pouvait pas monter au 2e étage. Alors Shinpei a dû demander à Ushio d'utiliser son pouvoir pour monter là-haut. Lui et Su ont continué à explorer le rez-de-chaussée. Su avait trouvé une armoire à pharmacie, tandis que Shinpei remarquait des papiers par terre. Il se pencha pour les ramasser et vérifier. C'étaient des dossiers de patients et les maladies qu'ils avaient contractées. À ce moment-là, l'appel de Su est venu. Son visage était un peu pâle alors qu'il pointait Shinpei vers une statue. Cela avait l'air un peu effrayant, et il ne savait pas ce que c'était. Su a essayé de se rappeler ce que c'était. Cela semblait être une statue du dieu de la pêche, Ebisu. Shinpei a immédiatement cherché plus d'informations sur Google, car il ne pensait pas que cette statue ressemblait à Ebisu du tout. Les informations là-bas ont surpris Shinpei. Le premier dieu qui a créé tous les dieux était Haruko. Les informations descriptives correspondaient complètement à la statue, mais Shinpei la trouvait toujours déroutante. Un dieu étrange, avec une apparence si horrifique, pourquoi serait-il vénéré? À l'étage, Ushio enquêtait également avec diligence. Elle a trouvé un vieil album de la famille de Su.
En l'examinant, Shinpei l'a appelé. Il a vu un assez grand trou dans le mur. Alors, Shinpei a demandé à Ushio d'y entrer pour enquêter. Ushio était quelque peu mécontente. Elle n'aimait pas du tout faire cela. Mais quand Shinpei a promis de lui offrir des takoyaki, elle a accepté avec joie tout de suite. Il faisait trop sombre à l'intérieur. Ushio ne pouvait pas voir clairement. Soudain, elle se souvint de sa capacité. Ushio a utilisé sa compétence de copie sur quelque chose au hasard pour créer un rayon de lumière afin d'éclairer l'intérieur. Grâce à cela, Ushio a découvert que ce mur semblait être une porte. À l'intérieur, il y avait une autre porte et une clé était nécessaire pour l'ouvrir. Alors, Su a commencé son travail utilisant la batte de baseball qu'il avait apportée pour commencer à frapper le mur. Cependant, le mur était trop dur, les obligeant à avoir une clé pour l'ouvrir. Ushio a commencé à se plaindre qu'elle avait trop faim pour continuer à chercher. Shinpei lui présenta immédiatement une boule de riz qu'il avait préparée à l'avance. Ushio mangea avec bonheur jusqu'à ce que son estomac soit plein, assise confortablement. En regardant cette scène, Shinpei réalisa soudain que le ventre de la statue derrière était également anormalement grand, comme si elle était enceinte. Ushio se leva immédiatement. Avec la compétence de l'ombre, elle pouvait scanner tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la statue. En effet, Shinpei avait deviné correctement. À l'intérieur de la statue se trouvait une clé. Ushio utilisa immédiatement son pouvoir pour copier parfaitement cette clé. Elle ouvrit la porte pour tout le monde. Derrière la porte se trouvait un chemin caché menant sous terre. Dès que la porte s'est ouverte, Ushio a senti l'aura du nombre et a averti tout le monde. Su s'est mis à transpirer. Une porte qui ne pouvait être ouverte qu'avec l'aide du nombre. Que cachait son père ici? Shinpei avait aussi un peu peur, mais il a quand même décidé de descendre pour enquêter. Su avait entendu dire que pendant la guerre, de nombreux tunnels souterrains avaient été creusés par les habitants. Il semblait que c'était l'un d'eux, un endroit parfait pour que les ombres se cachent. Ushio appela maintenant Shinpei et pointa au loin. Elle sentit un flux d'énergie mystérieux là-bas et elle n'aimait pas du tout cette atmosphère. Shinpei sortit immédiatement un pistolet à clous de son sac. Avant de partir, il assigna soigneusement des tâches à chaque personne. Si les choses tournaient mal, Su devait protéger Ushio à tout prix. Quant à Shinpei, il avait la capacité de remonter le temps, donc il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Shinpei avait envisagé toutes les possibilités. Il pouvait mourir et recommencer, mais pour Ushio, il n'y avait aucune certitude qu'il la rencontrerait à nouveau. Après avoir planifié, le groupe avança. Très rapidement, Shinpei découvrit une traînée noire sur le sol. Ushio vint vérifier. C'étaient les restes de personnes dévorées par l'ombre, mais cela remontait à très longtemps. Un rat qui passait a effrayé Su. Ushio s'est aussi mise à transpirer. Elle a découvert l'aura du nombre là où l'aura était passé. Ushio voulait avancer pour vérifier, mais Shinpei la retint. C'était son travail. Shinpei avança doucement. Il regarda à l'intérieur et vit effectivement une ombre. Il mangeait des rats, mais ne semblait pas les avoir découverts. Ushio et Su se sont également rapidement mis en position avec le pistolet à clous en main. Shinpei a pris une profonde inspiration pour se calmer, répétant un mantra dans sa tête. 3 tirs suffisaient pour retenir l'ombre. Ensuite, Ushio serait celle qui l'achèverait. Pour être sûr, il a aussi lancé une pierre pour vérifier, mais l'ombre n'a pas réagi du tout, prouvant qu'elle ne les avait pas encore découverts. Shinpei s'approcha très doucement de lui, mais juste au moment où il s'approcha, cette ombre avait la capacité de sentir et détecta Shinpei. Elle se transforma et s'enfuit devant lui, attendant seulement que Su balance la batte de baseball pour la frapper. Cela n'a pas fonctionné. Elle s'est fondue dans la batte de baseball et s'est précipitée pour attaquer Su. Shinpei poursuivit le Shadow avec inquiétude qui avait déjà plaqué Su au sol. Shinpei transpirait de peur. Il voulait attaquer désespérément, mais s'il tirait maintenant, Su serait également touché. Ne sachant que faire, une voix dans sa tête rappela à Shinpei que dans des moments comme celui-ci, il devait rester calme. Et puis, Shinpei vit le problème. Il tira directement sur le monstre. 3 tirs en plein dans le mille et il fut immobilisé. Su le repoussa immédiatement pour qu'Ushio porte le coup de grâce. Heureusement, comme Su avait porté une armure au préalable, il n'a pas été blessé par les clous que Shinpei a tirés. Il était encore trop tôt pour se réjouir. Ushio courut, indiquant à Shinpei l'intersection. Elle avait senti une aura extrêmement puissante là-bas. Shinpei n'hésita pas et avança, tandis que Su était encore quelque peu hésitant, car il venait d'échapper à la mort. Ushio réprimanda Su avec colère. S'il voulait sauver Mio, il devait le faire. Sinon, la vision de demain où tout le monde était massacré se reproduirait. Après avoir dit cela, elle donna un coup de pied à Su droit devant. En marchant, Su se demanda pourquoi il n'utilisait pas le pouvoir d'Ushio pour créer un autre pistolet à clous pour lui. Shinpei avait essayé, mais cela n'avait pas fonctionné. Tous les objets nécessitant de l'énergie pour fonctionner exigeaient que l'objet réel soit supprimé avant de pouvoir être utilisé. Un coup de feu retentit, surprenant tout le monde. Su avait trouvé une issue. À l'intérieur se trouvait une grotte naturelle. Le groupe avança pour explorer et à ce moment-là, Ushio cria fort pour avertir tout le monde. D'une manière ou d'une autre, ils étaient déjà entourés par des ombres.
De l'obscurité, des monstres d'ombre bizarres ont rampé. En voyant ce nombre, le visage de Shinpei pâlit de peur et il ordonna précipitamment à Ushio de courir immédiatement. Nagumo et Monsieur Nezu se tiennent actuellement devant le supermarché Koba. Une forte pluie tombe, contrairement à la prédiction de Nagumo. Elle fixe intensément le drain devant le magasin. Un sentiment inquiétant l'envahit, mais Nagumo décide quand même d'y descendre pour vérifier, espérant que cette fois tout se passera bien. Pendant ce temps, le groupe de Shinpei fuit les ombres aussi vite qu'il le peut. Toutes les ombres ciblent uniquement Ushio et l'attaquent, ignorant complètement Su et Shinpei. Ushio fait de son mieux pour les vaincre. Cependant, la blessure au bras d'Ushio palpite maintenant de douleur. Le sang commence à couler, ce qui inquiète Shinpei alors qu'il court pour aider Ushio. Bien sûr, les ombres ne leur laissent pas le temps de se reposer. Ils continuent de s'approcher lorsque Su sort une bombe de gaz de quelque part. Il la pulvérise directement sur les ombres, bloquant avec succès leur avancée. Ushio se lève maintenant lentement. Su veut revenir en arrière, mais Ushio ne veut pas. Elle peut encore continuer à se battre. Elle est déterminée à éliminer tous ces monstres. Shinpei est immédiatement d'accord. Il assigne à Su la tâche de dégager le chemin, tandis qu'il soutiendra Ushio depuis l'arrière. Nagumo et Monsieur Nezu courent à travers le tuyau souterrain. Soudain, elle se retourne brusquement et tire avec un fusil à pompe pour éliminer une ombre. Monsieur Nezu crie avec colère, la réprimandant. Si elle voulait tirer, elle aurait dû au moins le prévenir d'abord. Tirer à une si courte distance le rendrait sourd. Cela dit, Monsieur Nezu n'avait jamais imaginé que les monstres de l'ombre se cacheraient sous des tuyaux souterrains. Comme ça. Avec sa capacité de jugement, Nagumo sent très clairement qu'ils sont très proches de leur nid maintenant. Chez Shinpei, Mio a essayé d'appeler, mais Shinpei ne répond pas, ce qui rend Mio très inquiète. Elle sait qu'il est parti avec Su, mais Su ne peut pas être contacté non plus. La maladie de l'ombre a emporté la sœur de Mio. Si Shinpei rencontre aussi le malheur, Mio ne sait pas comment vivre. Soudain, un bruit étrange retentit. Mio court sur la route pour vérifier et découvre immédiatement le nœud de cheveux de la petite Shiori. Sur la droite, une voix appelle Mio. Si elle veut trouver Shinpei, elle doit la suivre. Puis, elle tourne brusquement et s'enfuit. Mio le poursuit immédiatement lorsque Tetsu sort de l'allée à vélo, manquant de peu de heurter Mio. Mio raconte tout à Tetsu à la hâte, mais il vient juste de passer par cette route et n'a pas vu la petite Shiori du tout. Mio n'y croit pas et avance pour vérifier. Vacillant sous le réverbère tamisé, la silhouette de la petite Shiori pointe directement vers l'égout, faisant transpirer Mio et Tetsu. En un clin d'œil, la petite fille a disparu, laissant la bouche d'égout ouverte comme pour inviter Mio à descendre. Mio se tourne pour regarder Tetsu, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il a déjà refusé. Il utilise l'excuse qu'il doit encore rencontrer sa petite amie, et de plus, il n'y a aucune chance qu'une fille d'école primaire soit dans les égouts. Mio ne l'arrête pas. Elle soupire profondément et conseille à Tetsu que s'il ne veut pas y aller, c'est bien, mais qu'il devrait essayer d'y réfléchir. Si Tetsu pouvait retrouver la petite Shiori, il deviendrait un héros du jour au lendemain. Demain matin, les articles de presse sur le héros qui a sauvé la personne disparue feraient fureur sur cette île. Ne serait-ce pas merveilleux? Avant même qu'elle ait fini de parler, Tetsu avait déjà été persuadé par Mio. Il a même pris les devants pour explorer pour Mio. Le groupe de Shinpei est maintenant allé très loin dans la grotte. Ne voyant plus les ombres les poursuivre, ils osent s'arrêter pour reprendre leur souffle. Shinpei commence à regarder autour de lui. Comment pourrait-il y avoir du corail et des algues dans cette grotte? Ces choses ne peuvent pas vivre à terre. Ushio, avec un visage inquiet et en sueur, rappelle doucement à tout le monde que tout ce corail et ces algues sont des ombres. Il semble que quelqu'un ait copié la mer et les placé ici. Shinpei s'avance pour goûter l'eau de mer. C'est très salé, comme si c'était la vraie mer. Alors il suppose que cette grotte mènera à un endroit en mer. Shinpei veut vraiment y aller, mais Su l'arrête. C'est trop dangereux pour eux de continuer. Su a déjà utilisé tout le gaz qu'il a apporté. Juste à ce moment-là, il voit Ushio assise, l'air très souffrante. Shinpei réalise immédiatement que le bras d'Ushio est toujours blessé. Si Shinpei l'a déjà découvert, alors Ushio ne le cache plus. Son bras n'est toujours pas complètement guéri. Pour le restaurer à l'état d'origine, Ushio doit copier les données de l'original. Mais le problème est que la vraie Ushio est déjà morte. En d'autres termes, cette blessure ne peut plus être restaurée. Pour mettre fin à la douleur, Ushio supprime directement son bras droit. Shinpei regarde, mais ne peut rien faire. Il commence à se blâmer de ne pas avoir protégé Ushio, puis se souvient du choix de remonter le temps pour l'aider. Juste à ce moment-là, une voix retentit, demandant à Shinpei et Su de ne pas agir imprudemment, sinon cela tuerait Ushio immédiatement. Su regarde et commence à transpirer. Comment Takiko pourrait-elle être ici et même amener deux monstres de l'ombre avec elle? Nagumo et Monsieur Nezu sont arrivés dans une impasse.
Le chemin est bloqué par une porte en fer, très épaisse. Nagumo confirme qu'à l'intérieur se trouve le repère des monstres, mais actuellement, ils n'ont pas d'outils pour couper la porte en fer, donc elle veut retourner pour trouver un autre chemin ou obtenir des outils pour couper cette porte en fer. Monsieur Nezu refuse immédiatement. Selon lui, c'est le seul chemin menant à leur repère. Les autres chemins, affirme-t-il, ne sont pas faits pour que les humains y entrent. Après cela, il raconte à Nagumo une histoire qu'il a entendue enfant, qu'il y a sous cette île une immense grotte. Il pensait que ce n'était qu'une légende. Qui aurait cru que c'était vrai comme ça? Ils allaient retourner chercher des outils pour couper la grille en fer quand soudain, Nagumo entend un bruit. Ce sont Mio et Tetsu qui errent ici. Alors qu'il marche, Tetsu ne cesse de se plaindre que cet égout sent trop mauvais, jusqu'à ce qu'il voie la silhouette de la petite Shiori. Tetsu a trop peur pour continuer, mais Mio est beaucoup plus courageuse. Elle se lance immédiatement à sa poursuite. Tout a été vu par Nagumo et Monsieur Nezu. L'ombre de Shiori a conduit Mio et Tetsu sur un chemin différent. Monsieur Nezu ne veut pas emprunter ce chemin, car il sait qu'il y a des pièges à l'intérieur. Bien sûr, Nagumo insiste toujours pour y aller. Pendant ce temps, le groupe de Shinpei regarde maintenant Takiko d'un air ahuri. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle apparaît ici, Takiko rit aux éclats et remercie Shinpei d'avoir amené Ushio à cet endroit. Son travail est de capturer la marchandise défectueuse. En parlant, Takiko s'approche d'eux. Shinpei a saisi le pistolet à clous, tirant directement sur l'ombre de Takiko. Mais elle n'est pas du tout blessée simplement parce que Takiko n'est pas une ombre, mais un être humain. Takiko se penche devant Shinpei, souriant, conseillant à Shinpei qu'il vaut mieux discuter avec elle un moment d'abord. Les deux ombres géantes se tenant à côté de Takiko sont prêtes à l'attaquer à tout moment. Sachant qu'il n'a aucune chance de gagner, Shinpei doit jeter le pistolet à clous et se rendre à Takiko. Après cela, Takiko ordonne à l'ombre d'emmener Ushio. Su crie voulant l'arrêter, mais Shinpei l'a arrêté. D'après ce que fait Takiko, elle est venue ici juste pour capturer Ushio sans intention de les tuer. Après cela, Shinpei lève les yeux et interroge Takiko. Après tout, pourquoi un humain ferait-il ces choses? Takiko emmènera-t-elle Ushio à son père? Su sursaute de surprise en entendant ces choses. Voyant que le secret a été révélé, Takiko pense aussi que c'est une bonne occasion de dire toute la vérité à Su. Su n'est pas le choix de son père. Pour mieux comprendre, elle demande à Su et Shinpei de la suivre. Nezu et Nagumo sont maintenant arrivés à l'intérieur de la grotte. Tirant sur les ombres tout en faisant attention à leur environnement, ils ont perdu la trace de Mio. À ce moment-là, Monsieur Nezu est extrêmement surpris de rencontrer à nouveau l'ombre de Shiori. Il l'avait clairement tué. Alors comment est-il encore en vie comme ça? Nagumo le savait déjà. Quand elle a brandi le marteau pour l'achever, il s'était faufilé à travers les fissures pour s'échapper sous terre. Grâce à cela, Nagumo pouvait deviner que leur repère se trouve sous ces égouts souterrains. Comme déclaré auparavant, la prochaine fois qu'ils se rencontreront, il tuera Nagumo. Dès qu'il finit de parler, le chef des ombres apparaît derrière lui. Immédiatement, l'ombre de Shiori utilise sa compétence de copie. Nagumo a tiré avec son arme, mais le chef des ombres la bloque. Ainsi, l'ombre de Shiori a lu tous les souvenirs de Nagumo. Elle connaît même tous les secrets de Nagumo et se tourne pour rappeler au chef des ombres que Nagumo peut voir 2 secondes à l'avance ce qui va se passer. Ce n'est pas un adversaire qu'ils peuvent combattre. Monsieur Nezu n'a que le temps de crier à Nagumo de fuir, puis est abattu directement dans la poitrine par le chef des ombres avec un fusil à pompe et meurt instantanément. Nagumo se cache derrière les rochers en cherchant une voie de sortie, mais malgré cela, elle prend quand même une balle. Le chef des ombres ne la poursuit pas, car il sait qu'il a touché un point vital du corps humain. Laisse juste Nagumo mourir lentement. Shinpei suit maintenant Tokiko. Ushio sait déjà quel est le plan de Shinpei. Il n'est pas revenu à la boucle parce qu'il veut savoir exactement ce qui se passe sur cette aile. Toute la grotte tremble violemment. Tokiko se tourne pour expliquer à Shinpei que c'est Haruko qui a faim. L'heure de son repas approche. Avant de les faire entrer pour rencontrer, Tokiko a demandé une chose à Shinpei. Elle espère que Shinpei ne le dira pas à Mio. Shinpei accepte tout de suite. Il n'a jamais eu l'intention d'impliquer Mio dans cela. Ils sont arrivés. À l'intérieur de la grotte se trouve une fille aux cheveux blancs. Shinpei reconnaît immédiatement qu'elle est la dernière personne qu'il a rencontrée dans la deuxième boucle. Tokiko se lève pour les présenter. Voici Haruko, le dieu de cette île, également la mère des ombres. La forme qu'il voit est la première forme que Haruko a copiée en arrivant sur cette île. Le nom de cette personne est Ain, mais récemment ce corps s'est affaibli et Haruko a besoin d'un nouveau corps. Juste au moment où elle finit de parler, Haruko commence à changer de forme. D'une manière ou d'une autre, elle se transforme en petite Shiori. En un instant, Shinpei a compris tout le problème. C'est celui qui a tué Ushio, tué Mio et englouti toute l'île. Un monstre comme ça ose se prétendre un dieu. Ne plaisante pas, crie Shinpei.
Immédiatement, Haruko se met en colère, étendant des ombres pour tuer Shinpei. Heureusement, Tokiko intervient pour le sauver. Haruko plisse les yeux, menaçant Shinpei de se taire s'il veut vivre. À ce moment-là, l'infirmière de la clinique familiale de Sue, Nagoro, apparaît, apportant 2 cercueils. À partir de là, Tokiko commence aussi à expliquer à tout le monde. Chaque année, l'île compte en moyenne environ 4 décès. Les corps de ces personnes seront amenés ici pour que Haruko les mange. Cette action dure depuis très longtemps, même avant l'époque de l'arrière-grand-père de Sue. Sue écoute et n'en revient pas. Après tout, que veut faire cette femme, Haruko, avec ses corps? Voyant le repas présenté devant elle, Haruko sort le roman 4 et rampe, riant bruyamment. Tokiko se tourne doucement pour rappeler à Shinpei, comme elle l'a dit auparavant, que Shinpei n'a pas la capacité de tuer des gens, mais elle s'est mentalement préparée à ce que Shinpei tue. En ce moment, Haruko a ouvert le couvercle du cercueil. À l'intérieur se trouve le corps d'Ushio. Elle rit bruyamment et nargue Shinpei. C'est le corps d'Ushio qu'elle n'avait pas fini de manger il y a quelques jours. Shinpei crie fort d'incrédulité. Alors, de qui étaient les cendres qu'ils ont reçues lors des funérailles? À ce sujet, le père de Sue l'avait remplacé par un autre corps. Un corps imprimé grâce à la capacité de copie de Haruko. Sue s'agenouille, incapable d'accepter cela. Son père et sa sœur profanent les morts juste pour nourrir ce soi-disant dieu. Sue crie fort, voulant voir son père pour l'interroger. Tokiko ne peut plus le supporter. Elle maudit Sue en face, disant que c'est à cause de lui qu'elle doit supporter tout cela. Si elle ne s'occupe plus de Haruko, leur mère devra mourir. Tokiko dit aussi toute la vérité à Sue. Leur mère a une maladie grave incurable. Alors leur père a demandé à Haruko de créer son ombre. Si Haruko meurt maintenant, leur mère disparaîtra aussi. Haruko est assez sûre que Shinpei comprendra ce sentiment parce que Shinpei considère déjà l'ombre d'Ushio comme l'entité réelle. Pendant ce temps, Haruko savoure son repas. C'est au tour d'Ushio maintenant. Shinpei serre les dents, incapable d'accepter qu'il mange le corps d'Ushio comme ça. Au moment où l'ombre scanne un objet, il sera immobilisé et ce sera son opportunité. Shinpei crie, demandant à Ushio d'agir. Ushio n'attendait que cet ordre. Elle utilise son talent pour créer immédiatement une copie du pistolet à clous pour Shinpei. Il tire des clous de manière effrénée sur l'ombre qui retient Ushio. Grâce à cela, elle s'échappe et récupère le corps d'Ushio. Cette action de Shinpei rend Tokiko très confuse. Pourquoi Shinpei essaie-t-il de se battre contre une ombre? En faisant cela, il va mourir. Comment Shinpei peut-il vaincre une ombre? À ce moment-là, Ushio prend la parole, reprochant à Tokiko. La Tokiko qu'elle connaît ne ferait jamais des choses comme ça. Tokiko doit-elle toujours être au service de quelque chose qui n'est pas humain? Ushio crie avec colère de ne pas sous-estimer les humains. Cela rend Haruko très mécontente. Elle ordonne immédiatement à l'ombre de Nagoro de se transformer et de se précipiter pour attaquer Ushio. Le plan initial de Shinpei était simplement de venir ici pour trouver des informations puis de retourner dans la boucle. Mais maintenant, il ne peut plus arrêter Ushio car il est également d'accord avec Ushio. Ils doivent montrer que les humains ne sont pas faibles. Ushio frappe l'ombre de Nagoro, l'envoyant immédiatement au comptoir. Shinpei s'est approché de Haruko avec un pistolet à clous. Il était sur le point de tirer lorsque le chef des ombres est apparu. Il coupe immédiatement la main d'Ushio, la faisant s'effondrer de douleur. Celui-ci a déjà capturé Mio. Il l'utilisera comme otage pour que Shinpei et les autres ne puissent plus agir imprudemment. Tokiko crie avec colère que ce n'est pas selon l'accord. Clairement, il avait promis de ne pas faire de mal à Mio. Le chef des ombres rit, expliquant à Mio qu'il ne vivrait de toute façon que jusqu'à demain. Mourir un jour plus tôt n'aurait pas d'importance. Sa famille a très bien réussi ces dernières années. Il tire sur Tokiko, mais Sue saute pour l'en empêcher. Pendant ce temps, Nagumo s'assoit dans un coin de la grotte. Elle a perdu trop de sang pour marcher davantage. À ce moment-là, Tetsu découvre Nagumo. Il lui raconte tout avec peur. Mio a été capturé par un monstre et il n'a pu que s'enfuir de peur. Pour Nagumo, la présence de Tetsu ici est une bonne chose. Elle lui demande de l'aider à se lever. Pas pour aller à l'hôpital, mais elle veut que Tetsu l'emmène plus loin dans cette grotte. Le coup suivant retentit, prenant la vie de Takiko. Shinpei regarde mais ne peut rien faire. Haruko prend alors la parole, demandant à Ushio de venir vers elle avec Mio comme otage. Ushio est forcé de s'approcher. Shinpei crie, voulant prendre la place d'Ushio. Immédiatement, Haruko crève l'œil droit de Shinpei. Ushio a déjà été maîtrisé par elle. À ce moment-là, elle était sur le point de tuer Ushio. Mais après avoir vu Ushio vaincre Nagumo si facilement, Haruko reconnaît la force d'Ushio. La tuer maintenant serait dommage. Alors, elle décide de réparer le cerveau d'Ushio. Quant à Shinpei, bien que son œil droit ait été arraché, il revient automatiquement à lui. Ce pouvoir, Haruko ne peut pas le lui enlever, alors le chef des ombres attrape Shinpei par le cou et l'attire vers lui.
Il sait très bien quel est le pouvoir de Shinpei. Cet œil droit permet à Shinpei de remonter le temps lorsqu'il meurt pour créer un monde comme il le souhaite, un pouvoir au-delà même des dieux. Mais heureusement, actuellement, Shinpei ne peut pas contrôler ce pouvoir, donc ils ont juste besoin de garder Shinpei en vie pour qu'il ne puisse pas inverser le temps. Après avoir dit cela, il écrase la tête de Mio devant Shinpei. Donc tout est fini. Shinpei est fermement retenu par lui. À ce stade, s'il ne peut pas mourir, il ne peut plus corriger aucune erreur. Juste à ce moment-là, un bruit retentit. Ce sont Tetsu et Nagumo. Elle a tiré une balle directement dans la tête du chef des ombres. Cela ne suffit pas à le tuer. Puis, Nagumo et Tetsu s'effondrent également sous son arme. Mais pour Shinpei, ce tumulte de leur part est plus que suffisant. En un instant, lorsque le chef des ombres le relâche, Shinpei a pris du poison pour se suicider. Il crache du sang, s'agenouille de douleur, mais serre toujours les dents, jurant à tout le monde qu'il reviendra dans la boucle. Peu importe combien de fois, il y aura certainement un jour où il les détruira. À ce moment-là, Haruko appelle le chef des ombres. Ushio inverse son contrôle. Haruko ne peut plus contrôler Ushio, alors elle ordonne au chef des ombres de tuer Ushio immédiatement. Il reçoit l'ordre et poignarde directement, mais Ushio a immédiatement disparu. Shinpei a emmené Ushio avec lui dans la boucle. Ushio pleure de manière incontrôlable parce qu'elle n'a pas pu protéger tout le monde, mais Shinpei est très ferme, rappelant à Ushio que ce n'est pas le moment de pleurer. Ils vont recommencer pour sauver tout le monde. Shinpei revient dans le passé, au moment où il rencontre Nagumo à l'endroit secret. Dans la boucle précédente, Ushio ne se tenait pas à ses côtés, mais maintenant Ushio apparaît progressivement devant Nagumo et Monsieur Nezu. Maintenant, il croit que Shinpei a la capacité de remonter le temps. Ushio s'est précipité en avant et a serré Nagumo très fort, éclatant en sanglots. C'était tellement bon de la revoir. Monsieur Nezu était très prudent, levant son arme parce qu'il avait découvert qu'Ushio était une ombre. À ce moment-là, Nagumo l'a arrêté. Elle voulait savoir ce qui s'était passé avant. Alors, Shinpei leur a tout raconté sur le pouvoir de son œil gauche. Shinpei ne savait pas comment l'utiliser ni pourquoi il l'avait. Il se souvenait seulement d'avoir obtenu cet œil en mettant le pied sur l'île. Avec son intelligence, Nagumo a immédiatement déduit que Haruko avait creusé l'œil de Shinpei, mais qu'il ne l'avait pas perdu. Cela prouvait que cet œil ne lui appartenait pas, mais était juste un objet copié par l'ombre. En combinant toutes les informations, Nagumo avait déterminé qu'Ushio était celle qui avait donné cet œil droit à Shinpei. Après cela, elle s'est avancée pour demander à Shinpei, selon lui, pourquoi avait-il échoué lors du précédent retour dans le temps. Shinpei y avait déjà réfléchi. Peut-être était-ce parce qu'ils s'étaient séparés pour agir individuellement après avoir vaincu l'ombre de Shiori? Si possible, cette fois, Shinpei voulait coopérer avec Nagumo. Elle accepta immédiatement, tendant la main pour serrer celle d'Ushio. Pour gagner du temps à raconter, Ushio utilisa son pouvoir pour montrer à Nagumo tous les événements du retour précédent. Maintenant, Nagumo faisait entièrement confiance à Ushio. Elle était leur alliée, du moins jusqu'à présent. Monsieur Nezu, bien que réticent, accepta après avoir regardé. Ensuite, Nagumo réfléchit au plan du chef des ombres. D'après ce que Shinpei avait entendu, lors du festival du 24, il utiliserait 1 tonne de personnes comme nourriture pour Haruko, afin qu'elle puisse être ressuscitée. Monsieur Nezu comprenait également une partie du problème. L'ombre de Shiori n'était qu'une partie d'elle. C'est pourquoi il l'avait éliminé. Pourtant, il pouvait encore vivre. Ushio sentait toujours que quelque chose clochait. Haruko était trop faible pour quitter la grotte. Pourtant, l'ombre de Shiori était si forte. À ce moment-là, Nagumo a demandé à Shinpei quel était son plan, ce qu'il comptait faire ensuite. Shinpei voulait vraiment descendre directement dans cette grotte pour éliminer Haruko. Cependant, il ne savait pas comment vaincre ce chef des ombres. Tant qu'il était encore là, il n'avait aucune chance de gagner. Ushio a pris la parole, conseillant Shinpei. À son avis, il devrait commencer par le faux ombre de Shiori d'abord. Monsieur Nezu ne comprenait toujours pas tout à fait. S'il ne pouvait pas le tuer, pourquoi s'embêter à y aller? Ushio leva le bras, déclarant avec confiance qu'elle avait la capacité de l'effacer. Les événements qui suivirent furent les mêmes que lors des inversions temporelles précédentes. Après la fin des funérailles d'Ushio, Su est allé voir son père, voulant parler davantage de la mort de son ami. Le père de Su s'en moquait et ne voulait pas voir Su, mais grâce aux supplications de sa mère, il a accepté de le rencontrer ce soir. Après cela, il est sorti pour appeler ses camarades. Il savait tout, du retour de Nagumo sur l'île à l'enquête de Shinpei sur la maladie de l'ombre. Shinpei en savait trop, et ils avaient laissé l'ombre d'Ushio s'échapper, alors il avait décidé d'éliminer toute la famille Kofune. Cet après-midi-là, le groupe de Shinpei est arrivé devant la maison de Shiori.
Quand ils ont entendu Ushio déclarer qu'elle avait la capacité d'effacer l'ombre, elle et Monsieur Nezu n'y ont pas cru, mais au moins cela valait la peine d'essayer. À ce moment-là, Shinpei a soudainement demandé à Nagumo au sujet de son frère. Il y a 14 ans, il avait été tué, et d'après ce que Shinpei savait, cela pouvait très bien être Haruko qui l'avait fait. Shinpei connaissait déjà la vérité, donc Nagumo ne lui a plus rien caché. Le téléphone de Shinpei a sonné. C'était Mio qui appelait. Shinpei soupira de soulagement. Cela prouvait que Mio était toujours en sécurité. Il jura qu'il ne laisserait pas Mio mourir à nouveau. Debout devant l'épicerie Koba, Nagumo avait enregistré le plan, puis avait échangé sa place avec sa deuxième personnalité. Concernant ce plan, Shinpei leur avait conseillé d'agir exactement comme lors du renversement précédent, c'est-à-dire qu'ils captureraient l'ombre de Shiori en utilisant le plan B. Après avoir écouté l'enregistrement, ils ont agi immédiatement. C'était toujours ce qui s'était passé avant, demander la permission d'entrer dans la maison, puis sortir soudainement un marteau pour les frapper. Dehors, après que Shinpei ait confirmé qu'il n'y avait personne autour, il a permis à Ushio de sortir. Dès qu'elle a sauté, elle a immédiatement montré à Shinpei sa nouvelle découverte. Ushio a arraché une mèche de cheveux et l'a placée sur le sol. Elle s'est transformée en 2 morceaux du pistolet à clous, le pistolet qui avait été coupé en 2 par le chef des ombres. Shinpei comprit immédiatement. Donc Ushio avait la capacité de prendre des données de la précédente inversion et de les utiliser pour cette inversion. Une capacité merveilleuse. En regardant ce pistolet cassé, Shinpei se sentait un peu regretté, mais cela n'avait pas d'importance car Monsieur Nezu avait la version originale de ce pistolet. En copiant simplement l'original, Ushio pouvait immédiatement créer un autre pistolet. C'est assez de bavardage. Monsieur Nezu leur a rappelé de se mettre en position. Selon ce que Shinpei a dit, dans seulement 2 minutes de plus, l'ombre de Shiori s'échapperait par la fenêtre. Juste au moment où il a fini de parler, la fenêtre du bâtiment s'est brisée, suivie par Nagumo tombant en bas, surprenant tout le monde. Nagumo s'est tourné faiblement pour leur dire de courir vite. Avant qu'elle ne puisse finir de parler, le chef des ombres est apparu et l'a achevé. Shinpei était complètement abasourdi, incapable de comprendre. Comment ce type a-t-il pu apparaître ici? À ce moment-là, l'ombre de Shiori est apparue. Il rit bruyamment, expliquant à Shinpei que, comme déclaré auparavant, il l'avait attrapé. Ce n'était pas seulement Shinpei qui avait le pouvoir de remonter le temps, il avait aussi cette capacité, et il avait marqué la main droite de Shinpei. Désormais, dans n'importe quel retour en arrière de Shinpei, il saurait où il était et ce qu'il prévoyait de faire pour le traquer. Le chef des ombres se précipita pour attaquer. Monsieur Nezu tenait son pistolet et tira les 3 coups sur son ombre, mais cela ne fonctionna pas. Ce type pouvait encore bouger. La situation était très critique. Ushio a coupé la tête de Shinpei pour qu'il puisse entrer dans la boucle, tandis qu'à la dernière seconde, elle a essayé de copier le chef des ombres pour lire ses informations. Après cela, elle est entrée dans la boucle avec Shinpei. Ushio a tout raconté à Shinpei. Elle venait juste de réussir à copier, mais il semblait que ce chef des ombres était trop différent des autres. À l'intérieur de lui, il n'y avait que du vide. Cependant, Ushio sentait que ce type sentait très similaire à Haruko. Shinpei était encore un peu inquiet, ne sachant pas s'il pourrait les vaincre lors du prochain renversement. En entendant cela, Ushio l'encouragea. D'après ce qu'il venait d'apprendre, cette femme Haruko avait aussi la capacité de remonter le temps, donc elle le chasserait certainement lors de cette prochaine inversion. Mais peu importe, elle croyait toujours qu'ils seraient les gagnants. Les deux ont réussi à remonter le temps, mais la scène devant eux surprit quelque peu Shinpei. Selon sa mémoire, il n'avait pas plus le 22. Juste au moment où il finissait de parler, Nagumo, en uniforme scolaire, est entré dans le magasin Kofun. Shinpei courut pour attraper la poignée de la porte, mais il ne put la tenir et passa à travers. À l'intérieur du restaurant, il y avait de nombreux clients. D'après la date écrite sur les paniers de fleurs, Shinpei réalisa que c'était il y a 14 ans. Il se souvint immédiatement que lors du premier renversement, il avait également vécu une expérience similaire. Il avait vu la scène dessous sauvant Ushio sur la plage. Selon l'hypothèse d'Ushio, à ce moment-là, Shinpei regardait peut-être les souvenirs de Mio, et maintenant il regardait peut-être les souvenirs de Nagumo. Le restaurant Kofun fêtait quelque chose aujourd'hui, donc il y avait beaucoup de monde, et Nagumo n'aimait pas les endroits aussi bondés. Alors elle a laissé son frère Ryunosuke derrière elle et s'apprêtait à s'éclipser ailleurs quand son ami Asako est apparu et l'a arrêté. Les parents de Shinpei étaient également présents au restaurant. Cela faisait longtemps que Shinpei n'avait pas vu le visage de ses parents, ce qui l'a rendu très ému. Quant à Nagumo, elle avait une personnalité froide depuis l'enfance, assise à la table à manger sans même parler à son frère ou à Asako. Ce n'est que lorsque Ryunosuke a raconté l'histoire du nouvel ami de sa sœur que Nagumo les a réprimandés avec embarras. Avec sa personnalité froide, ni Asako ni Ryunosuke ne croyaient que Nagumo se ferait un nouvel ami. Après cela, Asako a demandé curieusement à propos de sa nouvelle amie. Nagumo avait rencontré la nouvelle amie sur une montagne. Immédiatement, la scène que Shinpei voyait a changé, le tirant vers la porte d'entrée de l'ancienne clinique de la famille de Su.
À ce moment-là, Nagumo a conduit son frère et Asako pour rencontrer son nouvel ami. Nagumo leur a indiqué le deuxième étage. Chaque jour, ils se rencontraient à une heure fixe lorsque la lumière de cette pièce s'allumait. Cela ressemblait à une histoire de fantôme, ce qui rendait Asako quelque peu effrayée. Cependant, après avoir attendu longtemps sans voir personne apparaître, Ryunosuke et Asako perdirent patience et partirent les premiers. Nagumo insista toujours pour rester afin de rencontrer. Juste un instant plus tard, du deuxième étage, une petite silhouette apparut, rendant Shinpei complètement abasourdi. N'était-ce pas Haruko? Que faisait-elle ici?